En 2019, une photo sans nom commence à circuler sur le forum anonyme anglophone 4chan, un open space désaffecté aux murs couleur jaune moutarde, une moquette sale et des tubes fluorescents qui grésillent au-dessus du vide. Le genre d'endroit qui ressemble à un bureau, sauf qu'il n'y a jamais eu personne dedans. Le tout accompagné d'une simple légende qui va accidentellement donner naissance à un mythe. Si vous ne faites pas attention et que vous no-clippez de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur des vieilles moquettes humides, la folie du jaune monochrome, le bruit de fond incessant des néons au maximum de leur intensité. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer près de vous, car il est certain que cette chose vous a entendu aussi. De là naît une légende. Les backrooms deviennent le terrain d'une nouvelle forme d'horreur, collective et collaborative, avec des centaines d'utilisateurs qui postent leur version des backrooms en ligne, sous forme de texte, de wiki, de photos et de vidéos. Et justement, en 2022, un gamin de 16 ans nommé Kane Parson poste sur YouTube un court-métrage en found footage sobrement intitulé The Backrooms, réalisé en 3D sur Blender sans aucun budget, dans lequel un homme se retrouve piégé et chassé dans les fameuses backrooms. Résultat, 88 millions de vues au moment où je vous parle, un buzz qui a donné naissance à une web-série déjà culte et qui a sécurisé l'avenir du jeune réalisateur qui s'est vu donner les rênes d'une adaptation cinéma pour le studio A24 avec James Wan à la production. Et tout ça alors qu'il n'avait même pas l'âge légal de boire de l'alcool. Vous écoutez Jumpscare, votre podcast sur le cinéma horrifique, et aujourd'hui on s'attaque au Backroom. Bonjour à tous et à toutes, on espère que vous allez bien et que vous vous êtes bien remis de cette horrible canicule. Il y a un monde où quand l'épisode sort, on est déjà de retour en pleine vague de chaleur. C'est l'occasion d'aller au cinéma et justement le film du jour devrait toujours être en salle. N'hésitez pas surtout à aller le voir parce que on va spoiler un peu, car on a plein de choses à dire et on a un invité avec nous qui va sans doute nous lâcher un gros tunnel, le connaissant, donc hors de question de le restreindre. Dans Backroom, une étrange porte apparaît dans le sous-sol d'un magasin de meubles en faillite. Son propriétaire, Clark, divorcé, déprimé, fatigué, s'aventure dedans et découvre les fameuses Backrooms. Et il va légèrement péter son crâne, il va essayer de convaincre sa psy de l'existence d'un complexe infini sous le magasin, en filmant ses trajets à l'intérieur. Et évidemment, ça va partir un peu en couille quand il se rend compte qu'il n'est pas seul à l'intérieur. J'ai trouvé quelque chose. Dans le magasin. Ok. Qu'avez-vous trouvé? Un endroit. J'ai trouvé un endroit. Y a quelqu'un? Je sais que ça paraît dingue, mais c'est immense là-dedans. Je ne dis pas que je vous crois pas du tout. Ok, je vais revenir ici avec des preuves. C'est bon, tu filmes? Ouais. Suivez mes instructions. Clark, c'est quoi ça? C'est ce que j'essaie de découvrir. Je passe toutes mes nuits ici depuis que j'ai trouvé cet endroit, et j'avais encore jamais vu ces salles. On va y aller doucement. Oh putain. Remontez-moi, allez! Tu vois quoi? Toutes ces pièces, cet endroit les a construites. C'est comme un labyrinthe qui n'en finit pas. Par moments, j'ai peur de me perdre. Clark, vous m'entendez? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Pas vrai? C'est un film extrêmement attendu, évidemment, ce qui explique son énorme succès au box-office, mais il divise un peu. Pour plein de raisons qu'on va essayer de voir aujourd'hui, car on est assez nombreux. On est en présence de Dario. Hello. De Mathieu. Salut. D'Amélie. Bonsoir. De, si son micro le veut bien, Mylène. Salut. C'est bon. Tout va bien pour l'instant. Tu peux dire Stabaton? Stabaton. C'est bon. Ça passe. 300 en plus. Pour l'instant.
De moi-même, Romain, votre hôte, et on ne pouvait pas parler de ce film sans inviter un gros passionné du sujet, des backrooms, des espaces liminaux, des creepypastas et autres labyrinthes. On est combien de s'éteindre? J'ai plus de texte. Voilà. Et autres labyrinthes de l'imaginaire. Vous l'avez déjà entendu dans le podcast il y a un petit moment. C'est ce bon vieux Alt 236. Comment ça va, Quentin? Comme un bon vieux. Écoute, ça va bien. Ce bon vieux Pas trop Alt. chaud, ça va? Écoutez, ça va super, Père Castor quoi. Non, ça va très bien, je suis hyper heureux d'être avec vous ce soir. Et en plus, la dernière fois, on avait parlé d'un film génial, mais un petit peu plus mineur dans le spectre, en tout cas, en termes de phénomène. Et là, ce soir, on se voit pour un peu le banger du moment. Et voilà, tu as parlé de controverse, je vois pas du tout de quoi tu parles, c'est absolument excellent. Et on va tous ce soir dire à quel point c'est bien, n'est-ce pas? Bref. Ça commence. Oui, t'inquiète Pas du pas, tout on va de voir ça menace. avec Dario tout à l'heure. Il vérifie. Non, je rigole, j'ai justement hâte d'avoir votre avis, parce que moi j'ai adoré, mais je comprends complètement qu'on voit des choses à redire, donc je suis très curieux d'avoir votre avis. En même temps, il n'y a pas de film plus Quentin Corre possible. Tellement. Mais t'as fait référence à l'épisode où t'étais déjà venu. En effet, c'est l'occasion de le remettre un peu en avant, puisque c'est un épisode qui a fait forcément un peu moins d'écoute, parce que c'est un film moins connu. Alors que c'est un film qui mérite totalement d'être découvert. C'est Come True, qui est un film excellent, et qui est en effet un peu dans cette vibe, sur certains aspects. Donc j'en profite pour le replacer là, parce que c'est un épisode qui selon moi mérite un peu qu'on s'y attarde. Voilà. Ouais, et qui a une BO de dingue aussi. Si vous écoutez la BO, vous avez Tellement. forcément envie de voir le film juste derrière. Ouais. Tout à fait. Totalement. Et c'est un film complètement liminal, on en reviendra après, mais en soi, quand on connaît le film et ce qui se passe dedans, en fait, on peut pas faire plus liminal que ça, et même visuellement, j'avais même pris des captures d'écran à l'époque, il y a vraiment des visions de villes vides, un peu fantomatiques comme ça, qui étaient très dans l'esthétique avant l'heure, quoi. Mais il n'y a pas ce côté labyrinthe, un peu SF, tel qu'on va le voir là ce soir. Alors je sais que beaucoup d'auditeurs savent ce que tu veux dire quand tu dis liminal, mais on va quand même rappeler un peu le concept pour les deux du fond qui ne connaissent pas ce mot. Dario, interro surprise, un espace liminal, qu'est-ce que c'est? Un espace liminal, c'est un endroit où généralement il y a du transit, il y a des gens qui passent, sauf que là il est dépourvu de toute présence humaine et ça le rend un petit peu creepy quoi. Par exemple, Amélie t'avait cité un hall d'aéroport vide. Une photo liminale très connue, c'est un des hôtels justement qui est à Londres, je crois, dans un des aéroports, une sorte de cour d'hôtel, mais en intérieur. Très 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 bizarre, t'as un plafond au-dessus de la cour, c'est très très étrange. Donc voilà, et en effet Backroom regorge de visuels comme ça, de choses qui devraient être peuplées mais qui sont totalement vides. Quentin, Oui. ton rapport au Backroom avant qu'on parle du film. Là, pour le film, précisément, moi, en ce qui concerne le film, j'avais été très très client de la série. J'avais été client d'abord de la fondation SCP, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de liens, en fait, en tout cas dans la version Kane Parsons, on en reparlera probablement. Mais voilà, dès que les espaces liminaux et les backrooms sont arrivés sur Internet, j'ai tout de suite été assez fasciné par la proposition esthétique d'abord, et puis au fur et à mesure que ça s'est construit, enfin j'avais fait un épisode dessus aussi, donc je m'étais un peu plongé quand même dans le site, plus que à l'époque dans la mythologie Kane Parsons, parce qu'il y a des choses en commun, mais il y a aussi des choses qui sont propres à son univers. Et moi j'étais très excité. Alors moi je suis quelqu'un d'enthousiaste et quelqu'un de très indulgent. Enfin moi je fais partie de la team, même le pire des nanars est un miracle, donc vous me verrez pas, à moins qu'il y ait un film qui veuille vraiment... qui donne le bâton sur des trucs. On peut évidemment critiquer les films, mais là en l'occurrence c'est un film qui a été fait avec, j'ai l'impression, les meilleures intentions du monde, à la fois du côté du réal, ça se comprend, mais aussi j'ai l'impression du côté du studio, alors même que c'est une grosse machine et qu'on a un passage un peu de l'underground entre guillemets vers le mainstream, vous voyez ce que je veux dire, en tout cas au niveau de internet, ciné, vous voyez. Et donc du coup j'étais plutôt curieux de savoir comment ce serait reçu, est-ce que ça allait être le phénomène annoncé, etc. Mais en termes de film, moi j'étais juste hyper heureux que quelqu'un d'aussi jeune, qu'on laisse les clés à quelqu'un d'aussi jeune pour apparemment faire quelque chose de vraiment sincère chez lui. Donc moi je suis très excité quand il y a des rares moments dans l'industrie où il y a des choses comme ça qui se passent. On pourrait dire des choses comme ça, même si j'ai pas vu, à cause des araignées, j'ai pas vu Vermine, mais tu vois, Flaubert et Sébastien Vanitschek qui vont faire un truc aux États-Unis, je suis content, tu vois, c'est cool, c'est des gens qui... Donc là c'est encore mieux parce que ça vient aussi vraiment du web et par quelque chose qui est sorti d'un ordi. Donc j'aime bien aussi ce côté de l'ordi au ciné, quoi. Il y a aussi toute une gamme de choses qui se sont passées dans la culture populaire, entre guillemets, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit pour que ça arrive là. Et de voir que ça résonne autant avec les gens, je pense que ça dit quelque chose. Donc je suis hyper heureux d'être là, d'en parler avec vous et de décortiquer avec des gens qui aiment le ciné, justement, un peu ce que ça nous a fait et qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi. Mais j'étais très excité et je suis très heureux de ce que j'ai vu, voilà, si vous voulez le spoiler.
Ah bah justement, c'est l'instant où tu vas pouvoir nous parler un peu de ton visionnage. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, toujours. Ouais, toujours toi. C'est ton tunnel. Oh, bah, c'est des petits tunnels, vous allez voir. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. J'ai été voir le film à Créteil-Soleil, le supermarché à 10h, enfin à 10h30 le mercredi matin. Genre, j'ai première séance dispo, donc je l'ai vu d'abord en VF. Et j'étais au ciné, là, on était 4 dans la salle parce que, bon, normal, voilà, c'était pas une grosse salle ni une grosse séance, mais c'était génial. Et j'ai adoré, mais il y avait juste une frustration, c'est le genre de film que tu as envie de revoir directement une fois qu'il se termine. Tu sens bien qu'il se passe plus de choses à l'écran que tu n'es capable d'en voir, parce que c'est aussi très symbolique, il y a plein de choses un peu cachées, il y a des choses qu'à la fin du film, tu vois bien qu'il y a des patterns qui reviennent, mais que t'as pas forcément eu le temps en une séance, forcément, puisque tu es aussi dans le spectacle, de voir ça. Mais rien qu'en le voyant une deuxième fois, j'ai déjà une lecture plus profonde, et j'ai adoré le revoir, ce qui est assez rare aussi, en tout cas sur une période de temps si courte. Et non, sans spoiler, moi j'ai adoré les acteurs, j'ai adoré la photographie, le style aussi de réalisation. Et c'est peut-être un truc dont on parlera aussi. Moi je trouve ça a apporté au Backroom la seule chose qui lui manquait, notamment je pense à la mythologie Kane Parsons, c'est des acteurs. Parce que le seul, pour moi, défaut un peu, c'est pas un défaut, hein, on s'entend, mais le seul truc qui m'a sorti un peu des Backrooms version internet, c'est les personnages en 3D qui arrivent à l'épisode 3. Enfin, il y a un truc où là, tu vois les modèles Unreal et tout, donc c'est cool. Il y a un côté machine-image, j'entends et tout. Mais moi, là, enfin, il y a des purs acteurs et actrices qui interprètent les rôles, qui t'emmènent avec eux dans des Backrooms qui ont l'air assez tangibles et réalistes, donc qui passent du côté un peu réel, entre guillemets. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très réussi. Et même si je peux comprendre que c'est dur de fixer cet univers sur des personnes avec un script qui raconte un peu une histoire un peu plus classique, j'entends le côté peut-être un peu décevant là-dessus, mais c'était impossible de faire autrement, et je trouve que ça a été bien fait. Et le film, j'espère qu'il y aura une suite ou quelque chose dans l'univers, parce que franchement, il y a un boulevard incroyable avec des milliards de choses à faire. Ils ont Hellraiser devant eux, entre guillemets. Et totalement. Et ça, et j'espère qu'ils en feront quelque chose. Enfin, moi, j'ai de la tendresse pour Hellraiser, mais bon, voilà, ça... Tant qu'ils font pas comme avec Hellraiser, C'est ça. C'est ça. Parce qu'on n'oublie pas que Hellraiser, c'est 2 films sympas, puis après, c'est compliqué. un peu plus compliqué. 3. Après, Le 4 et le 12, mais sinon, oui, c'est dur. oui, voilà, mais c'est... Après, la suite est quasiment validée. Là, ils ressortent le film en version longue aux USA et en Angleterre avec 15 minutes de plus après le générique. Et apparemment, c'est un épisode de la web-série en bonus. D'accord. Ok. Voilà, il lâche ça. Kane a dit, c'est pas un nouveau montage, c'est pas un director's cut, c'est pas un truc tourné en de spi et tout, c'est quelque chose qui plaira aux fans de la web-série, ça dure 15 minutes. Et cette version Voilà. s'appelle la Everything Must Go, tout doit disparaître. Je trouve ça pas mal. Exactement. C'est très rigolo. Exactement. À voir si on En l'a mode en France. magasin, Je quoi. suis très curieux. Ouais. Mais la suite, de toute façon, enfin, ils ont mis le doigt sur la poule aux œufs d'or, là. Ils ont trouvé. C'est-à-dire que ça a coûté 10 millions Backroom, c'est 300 millions de box-office actuellement. C'est sûr qu'on va en bouffer. On en bouffe déjà un peu partout ailleurs, des Backrooms. Il y a déjà plusieurs films sur le sujet qui sont sortis, on n'oublie pas, hein, Amityville Backroom. Il y a eu Amityville Backroom. dur. Bien sûr. Oui, oui. C'est trop bien. Amityville, c'est génial. Et bientôt, il va y avoir Bigfoot Backroom. J'ai pas la vision. C'est une question d'heures avant que Charles Band ou Asylum sortent une version des Backrooms avec un JPEG qui poursuit quelqu'un, tu sais, comme l'époque Brainrot des Backrooms. Donc on va en bouffer, quoi qu'il arrive. Amélie, pour rebondir sur ce que dit Quentin, Oui. toi, t'as prévu un giga-tunnel sur le bateau de Thésée. Oui, le mythe de Thésée, exactement. Parce que, effectivement, si les backrooms et surtout les espaces liminaux et plus particulièrement les backrooms plutôt sont aussi universelles et qu'elles plaisent à tant de monde, c'est qu'en fait elles n'inventent pas grand-chose, elles ne sont qu'une réécriture d'un mythe qui est très ancien, celui du labyrinthe. Et là, on est particulièrement sur le labyrinthe de Dédale. Le labyrinthe et l'exploration du labyrinthe, c'est celle de l'homme qui est inconnu, qui est étranger à lui-même, et c'est pour ça que c'est un espace étrange. C'est lorsque l'homme se perd en cherchant à se connaître, ce qui est un lien avec le fait que Clark soit en pleine psychanalyse. En fait, il se cherche lui-même, et du coup, il se cherche lui-même dans les backrooms. Donc, les deux vont ensemble. Et du coup, il cherche l'intime qui enferme le monstre en chacun de nous. Et là, Clark, qui pourrait sembler être Thésée, est en fait le Minotaure dans cette histoire. En fait, il est perdu dans un labyrinthe qui semble sans vie, mais c'est là qu'il trouve sa place. En fait, Clark appartient au backroom, c'est là qu'il se sent bien.
Et ça incarne aussi un peu une sorte d'absurdité capitaliste, c'est-à-dire que les backrooms et les espaces liminaux, d'une manière générale, sont souvent des espaces commerciaux, des espaces très dépersonnalisés, des espaces qui sont très standardisés, dans lesquels tout peut être projeté. Ça peut être des bureaux, ça peut être un magasin. Et là, ici, on a ce magasin de meubles qui, alors que les meubles, c'est quelque chose de super personnel, qui représente notre intimité. Ici, on a quelque chose de vraiment très neutre, qui ressemble à tout et à rien. Et en fait, Clark, déjà, avant de trouver les backrooms, habite dans le magasin. Il est le magasin, il est les backrooms, et il est un patron et un architecte. Donc, il est une sorte de Dédale et de Minotaure en même temps, c'est-à-dire celui qui crée les backrooms et celui qui les hante. Le labyrinthe aussi, là, les backrooms, l'exploration des backrooms, elle finit par remplacer son traitement psy. Et ça, c'est une des caractéristiques du labyrinthe, c'est qu'il peut être un parcours initiatique et il peut aussi, pour le cas du labyrinthe d'église par exemple, remplacer le pèlerinage réel. C'est-à-dire qu'au lieu de faire sa psychanalyse et de mener son traitement jusqu'au bout, ce chemin intérieur va être remplacé par l'exploration des backrooms par Clark. Et d'ailleurs, il porte aussi un chapeau à tricorne et il finit par avoir une sorte de double lui-même qui est le monstre, mais qui est aussi lui-même. Donc, en fait, le Minotaure, concrètement, auquel il ne parvient pas à échapper parce qu'en fait, ils ne sont qu'un seul et même personnage. On a aussi cet espace de backroom qui est habité de personnes... C'est un espace monstrueux qui est habité de personnages monstrueux. Moi, je trouve que c'était très, très malin de faire des personnages comme ça qui sont une sorte de... Autant les espaces des backrooms sont en fait des sortes de bureaux qui n'existent pas et qui ont plein d'anomalies. Du coup, les personnages qui les hantent sont des personnes qui n'existent pas et qui ont elles-mêmes des anomalies, comme si une sorte de déité un peu folle essayait de recréer de mémoire un monde qu'il ne connaît pas vraiment. Et ils le disent dans le film, c'est comme si on demandait de dessiner un chien ou un lion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce lion empaillé par un mec qui n'a jamais vu un lion. Regardez ça, c'est vraiment génial. Mais en fait, le fait que Clark soit le Minotaure, c'est pas vraiment étonnant parce qu'on se rend compte dès le début du film qu'il a une sorte de nature très violente en lui. Que si sa femme, elle l'a quitté, c'est très certainement parce qu'il s'est très mal comporté avec elle. Et on se rend compte au fil de ses échanges avec Marie qu'effectivement, il a certainement été violent avec sa femme, que ce soit psychologiquement, verbalement ou peut-être même physiquement. Ça, on n'en sait rien, mais on sent qu'il a une sorte de colère à l'intérieur de lui, quoi, en tout cas. Il y a un indice quand même. Ouais. Tu as la version backroom de sa femme, à Clark, dans les backrooms. Ouais. Et à un moment, quand il se lève et qu'il passe à côté d'elle pour fermer éteindre la lumière, elle sursaute, non. Elle sursaute et elle baisse la tête. Oui. Et quand la version backroom de Clark arrive, Pirate Clark, c'est la première qui prend peur et elle se casse. Oui, c'est vrai, et elle fuit en courant. criant et tout ça. Donc oui, on peut supposer que Clark, en fait, c'est une sorte il a une nature violente envers sa femme, et aussi le fait que un des choses qu'il fait quand il tombe sur les habitants des backrooms, c'est de les manger. C'est ce que fait le Minotaure, en fait. Et moi, au début, je me suis dit, mais pourquoi il les mange? C'est bizarre. Ça m'avait vraiment posé problème. Et en fait, j'ai compris après, c'est qu'il se nourrit de ceux qui sont envoyés dans le labyrinthe. Et notamment, on voit la tête de son employé dans le frigo. Donc, il s'est nourri des jeunes gens qu'il a lui-même envoyés dans le labyrinthe. Exactement comme le Minotaure qui reçoit des jeunes en sacrifice pour les manger. Et d'ailleurs, cette scène de dîner, elle est très particulière. Moi, elle me fait plus penser à la Black Lodge qu'au Backroom. À ce moment-là, il y a quelque chose de très Lynch. Alors moi, je trouve que c'est Black Lodge by Massacre à la tronçonneuse. C'est vraiment le pur mélange du dîner. Mais c'est tellement Black Lodge, c'est très lynchien dans les personnages. T'as complètement raison, quoi. Ce personnage sur un fauteuil roulant qui allume la lampe, là, franchement, Lynch 3000, on peut pas faire beaucoup, beaucoup mieux que ça. Mais du coup, si Clarks est le Minotaure et le Dédale, celle qui est aisée, c'est Marie. C'est celle qui explore elle-même son inconscient, parce qu'elle aussi, elle a des traumas. Elle explore les backrooms et elle explore son inconscient, et c'est elle qui sort victorieuse du labyrinthe. C'est elle qui arrive à surpasser ses traumas et à tuer le Minotaure. Mais est-ce qu'elle surmonte vraiment ses traumas? Ça, on n'en est pas sûr vu la dernière image du film, voilà, que je vais pas non plus trop spoiler. Mais du coup, effectivement, elle est celle qui arrive à terrasser le labyrinthe, et un labyrinthe des backrooms dans lequel le fil d'Ariane, c'est-à-dire ce qui nous permet de suivre et de survivre, ça, c'est dans ce cas-là la caméra. Et ça, c'est un truc que je trouve hyper intéressant, c'est-à-dire que le fil d'Ariane qui nous permet de suivre les personnages et qui permet aux personnages de se retrouver dans ce dédale, c'est d'avoir filmé, c'est d'avoir créé de l'image. Et d'ailleurs, je trouve que la scène en fan footage est de loin, et de très très loin, la meilleure scène du film. Elle est cauchemardesque. Oui. Ça passe d'une pièce à l'autre. Il y a des ambiances qui sont vraiment incroyables. Ce sapin de Noël, là, il est sublime. Moi, j'aurais aimé
Mais après, je suis en mouvement, donc je suis pas très objective là-dessus. J'aurais aimé un film en found footage. Je pense que ça aurait été super intéressant. Je suis d'accord. Je pense qu'ils se sont assagis, qu'ils ont essayé de faire un truc un petit peu plus grand public et un truc un petit peu plus accessible que vraiment un mec qui se filme toute seule, même si la première scène du film aussi, c'est un found footage. Que je trouve quand même bien plus intriguant et bien plus effrayant aussi. Mais du coup, en tout cas, ce qui permet de sortir des backrooms, c'est la création de l'image. Ce qui est intéressant venant de la part de quelqu'un qui a réussi à accéder au cinéma en créant lui-même de l'image tout seul. Donc en fait, qui a un peu créé lui-même sa propre, on va dire sa propre voie de survie, quoi, qui lui permet de se déplacer dans ce monde-là. Donc je trouve que en fait, on a une boucle qui est plutôt jolie, qui est plutôt élégante. J'ai trouvé le film très intéressant. Je pense qu'il faudrait que je le revoie pour trouver d'autres petites clés de compréhension. Il y a certainement des choses que j'ai pas, notamment cet homme de Cro-Magnon publicitaire. Je pense qu'il y a un truc là-dessus. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était élégant, que c'était bien fait. Le rythme était intéressant, c'est-à-dire ça va pas trop vite. Moi, j'avais peur de quelque chose d'un petit peu trop popcorn par rapport à la web-série qui est quand même assez dur dans ce qu'elle produit, qui est vraiment un found footage pur jus avec des trucs très cryptiques, des trucs qui relèvent plutôt de l'analogue horror, parfois qui sont à la limite de l'ARG. J'avais peur que ce soit vraiment devenu quelque chose de beaucoup plus de trop, qui donne trop de clés de compréhension. Et je trouve que le film nous met des pistes intéressantes sans nous prendre trop par la main. Du coup, c'était vraiment une très belle expérience et bravo. C'est d'ailleurs quand il explique le moins, je trouve, le film qu'il est meilleur. Oui, quand elle est chez Async à la fin et qu'elle se retrouve face au professeur, je me suis dit, ouh là là, il va nous faire un monologue de fin là. Et en fait, ça va. En fait, ça va, lui-même, il est paumé, en fait, donc ça va. Un professeur joué par Marc Duplass, qui joue un mec exactement. normal. Oui, ça, c'est Enfin, normal. Ouais. Normal. Bof. On sait pas trop, ouais. C'est un peu dommage de l'avoir utilisé comme ça. Moi, j'ai Ça l'impression aussi, de voir... pourquoi il regarde l'histoire sans fin, je suis sûre qu'il y a un truc avec ça. C'est trop montré pour que ce soit anodin, je sais pas. Il y a un truc du récit initiatique, peut-être. Je sais pas. Il faudrait que je le revoie et que Rien je que le dissecte. titre, Neverending Story, tu vois, il y a un truc un peu Oui, labyrinthique, c'est un peu vrai. infini. Je trouve que. C'est ça. Et juste, je voulais 2 secondes rebondir sur ton excellente analyse que je partage complètement sur le Minotaur. Et c'était juste un petit point d'ancrage, c'est qu'effectivement, ça commence par un found footage au début. C'est quelqu'un qui est donc perdu dans les backrooms jaunes classiques. Et en fait, il commence à flipper. Et le moment où il est un peu rassuré, c'est qu'il voit des câbles au sol qui l'emmènent vers une salle un peu hub. Donc c'est vraiment fil d'Ariane, premier événement, c'est ça, c'est quelqu'un qui se repère grâce à un câble. Et je trouve que ton analyse est super. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du Minotaur. Et je dirais qu'il y a aussi, tu l'as soulevé tout à l'heure, un côté très exploration de son propre inconscient, des souvenirs qu'on fabrique et des traumas qu'on enfouit, etc., des murs qu'on met pour empêcher. Enfin, il y a vraiment tout un truc. Et qu'en fait, alors je l'ai pas forcément perçu à la première lecture, mais quand tu revois le film une deuxième fois, il y a plein de trucs qui sont hyper clair là-dessus. Par exemple, la psy, et je finis là-dessus, elle a une cassette vidéo pour elle fait une espèce de cours de relaxation un peu intérieure et du coup elle regarde même sa pub à la télé à un moment et tout, et sa grande phrase c'est ouvrez une fenêtre à l'intérieur de vous. Elle lui dit, c'est même le conseil qu'elle lui dit, est-ce que vous êtes prêt à ouvrir une fenêtre à l'intérieur de vous? Clark, il fait ok, et après il trouve les backrooms. Donc il y a vraiment un truc aussi vraiment de l'ordre un peu psychanalytique, ou en tout cas du subconscient et de la mémoire et de ce qu'on enfouit et tout, et du fait de quelqu'un qui explore en fait sa propre psyché sans même s'en rendre compte, et avec complètement cette lecture Minotaur et tout qui est ancestrale et qui, je trouve, recoupe un peu avec le jeu vidéo, parce que moi je trouve qu'il y a vraiment un truc dans les premiers jeux vidéo, même le dungeon crawling, ce qui est un peu finalement les backrooms dans une version plus moderne. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du Dédale, avec au bout un espèce de monstre qu'il faut vaincre pour gagner le jeu, quoi. Et là il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, mais avec des twists que je trouve bien plus fins que d'avoir un monstre. Même je trouve que c'est pas vraiment un monstre en fait, c'est dans le sens c'est quelque chose qui est produit par l'environnement, mais c'est pas la fin en soi, le monstre. J'imagine que quelqu'un d'autre qui irait dans les backrooms, on verrait un autre monstre, tu vois, c'est ça qui est cool, quoi. Il ressemble vachement au géant de son autre production, de sa production dans le centre commercial The Oldest View, abandonné, là. bien sûr, complètement, Oui, le géant. de The Oldest View. Et en fait, le Ouais. géant de The Oldest View et le capitaine des backrooms, pour moi, c'est des personnages qui sont très très similaires, qui sont une sorte de reliquat d'un espace commercial qui n'existe plus. La qui mascotte. sont un petit peu qui sont une mascotte, qui sont en papier mâché, qui n'ont pas d'expression, qui ne s'expriment pas, qui sont grands comme ça. Je pense qu'il a un peu transposé les monstres de son univers l'un sur l'autre, et du coup c'est intéressant aussi. Le dernier panneau, on voit on voit un panneau d'un truc immobilier, et en gros
le nom qui est mis dessus et le nom du chercheur qu'il y a dans The Oldest You. Enfin, il y a vraiment une rêve directe à The Oldest You à la fin, quoi. En gros, la maison de l'héroïne est détruite et en fait, c'est pour construire un complexe hôtelier. Et c'est Réverchon, je crois, le nom, qui est marqué à la fin. C'est le nom du... Voilà. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, vraiment. Non, justement, je rebondis sur ce que tu dis, c'est parfait. Oldest View, pour ceux qui nous écoutent, qui comprennent pas, Oldest View, c'est la seconde œuvre de Kane Parsons, qui fait sur YouTube, aussi en 3D, aussi en found footage, aussi un peu en ARG cryptique, comme il aime bien faire. Je trouve d'ailleurs que c'est mieux que Backroom. J'allais dire, les esthètes aiment à dire que c'est mieux que les backrooms, tu vois. Donc tu es voilà, un esthète, les connards. Non, pas du tout. Je suis même assez d'accord, mais j'adore les deux. Je renierai pas les backrooms pour autant, mais The Oldest View, surtout la vidéo de Feldup, allez voir dessus sur les explications, ça montre aussi la profondeur du truc, la façon dont ça a été fait, qui rend la chose peut-être encore plus dingue quand tu sais comment ça a été fait que juste avec l'histoire, entre guillemets. Oui, c'est ça. Mais là, on va pas spoiler Exactement. du tout. Pour le coup, allez sur YouTube, c'est gratuit, c'est une dinguerie. Merci beaucoup, Amélie. Super analyse. Dario, toi, t'es pas trop fan du film. Au contraire de Quentin et Amélie. Trop bien, vas-y, balance. Je tiens quand même à préfacer mon avis en disant quand même que c'est assez fou, comme tu l'as dit Quentin, qu'ils aient filé les clés de la baraque à un mec de 20 ans qui lui ait filé 10 millions et que le film cartonne et que malgré les réserves que je vais avoir sur la mise en scène, ça reste quand même plutôt une réussite le film. Donc je vais essayer de chercher un peu à pinailler quoi, avant que Romain il m'agresse. Alors. Et le mec sort de la salle de cinéma, il m'envoie un message en mode ouais, c'est un peu mid. Ouais, voilà. C'est ça. Je trouve pas ça fantastique. Je trouve ça bien mis en réalité et c'est justement je vais prendre directement le pont de ce que disait Amélie. Moi, je trouve qu'il y a une légère impasse un peu artistique dans ce film, puisque justement la première séquence du film est une séquence en found footage et ensuite le film devient un film un petit peu plus classique. Pour ensuite, au milieu du film, revenir à cette esthétique en fait des backrooms qu'on voyait au début du film. Et je trouve ça un peu, comment dire, j'ai l'impression de recommencer un petit peu, si vous voulez. Ce qui va très bien avec le délire des backrooms, bien sûr, mais là où en fait j'ai pas mal de réserves, c'est à la façon dont a été mis en scène le film dans ces séquences justement qui sont filmées avec des caméras de cinéma et pas des caméscopes. Un peu voilà analogue quoi. Je trouve que la mise en scène elle est un poil déjà redondante, je sais pas si vous avez remarqué mais c'est beaucoup de plans un peu POV donc point de vue subjectif en fait du personnage quand il avance dans les backrooms, quand il se déplace, quand il voit une menace. Sauf que là où en fait ça marche hyper bien avec tout ce qui est found footage, c'est que c'est évidemment du POV et il n'y a jamais de coupure sur la menace, sur l'urgence, puisqu'il n'y a pas besoin de couper pour aller sur le personnage qui réagit à ce que nous on a vu. Or là, quand le film est tourné de manière un petit peu plus classique, c'est tout le temps coupé pour refilmer ensuite les acteurs, réagir à ce que nous on a vu en caméra subjective. Et je trouve que c'est une fois que tu as remarqué ça, moi je l'ai remarqué assez tôt dans le film, à chaque fois, je me faisais cette réflexion à l'intérieur de moi, je me disais, bah, il l'a encore fait là, là il l'a encore fait, là il l'a encore fait. Et je trouve que c'est un poil dommage, surtout que dans le troisième acte, il y a une espèce de course-poursuite, et là, elle est filmée uniquement en reaction shot, où on suit juste en fait quasiment la psy, on voit juste son visage, on oublie totalement en fait les backrooms, il y a un plan où, vous savez, elle passe dans un très très long couloir, et en fait, on ne filme que elle, comme si elle avait une caméra embarquée qui lui filmait le visage, vous savez, style un peu GoPro, ce genre d'ambiance-là, quoi. Donc, du point de vue de la mise en scène, je trouve ça malheureusement un petit peu pauvre, mais je suis assez d'accord avec Amélie. Moi, je pense que j'aurais préféré que le film soit totalement en found footage. Et en même temps, je trouve ça hyper courageux de pas faire que ça, parce que Ken Parsons est connu pour ça. C'est un peu c'est littéralement pour ça qu'il fait ce film-là. Et l'idée derrière le film, c'était aussi d'être un petit peu plus grand public, et on le voit avec le box-office, parce que j'ai regardé aujourd'hui, c'est 330 millions. Donc pas mal pour un film qui vaut 10 millions, enfin qui a été fait avec 10 millions. Donc voilà, j'ai quelques petites réserves, mais en réalité, c'est vraiment pour pinailler, quoi. Moi, je suis pas spécialement client de tout le délire backroom, je connais un petit peu, mais je suis pas un ultra des backrooms, mais comme j'ai pas mal le langage vidéoludique et d'internet, j'ai quand même les clés de compréhension de base. Je pense que comme tout le monde, j'ai pas
tout compris entre guillemets quand je vois le film pour une première fois. J'ai besoin de le revoir pour comprendre qu'est-ce qu'on a voulu me dire à certains moments. J'ai quand même noté un truc que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est le sous-texte par rapport à Clark, justement, Pirate Clark, là, espèce d'entité. Moi, je l'ai vu aussi comme en fait une projection de son travail qui le poursuit et qui finit par le tuer lui-même. Un travail que lui ne voulait pas faire, un travail qu'il détestait. Lui, il avait une autre vocation, il voulait être architecte. Donc je trouve que Oui. c'était assez intéressant. Et c'est un peu dommage parce que justement, toute la partie avec la psy, je la trouve un petit peu en dessous. Tout ce qui est justement contexte de famille, ça commence à être hyper intéressant, mais c'est très léger, très en surface. Et en même temps, voilà, peut-être que juste j'ai loupé plein d'indices visuels, en fait, tout simplement, mais j'avoue que j'étais pas accroché à mon siège pour qu'elle survive quand elle se fait poursuivre, quoi. J'avais pas une attache émotionnelle de ouf pour ce personnage-là. Et je pense que c'est aussi lié au fait que ça devient le protagoniste à partir du 3e Oui. acte, quoi. Très tard finalement. Donc je pense Ouais. que ça joue aussi. Euh, Et à partir du moment où elle avoue qu'elle ne sert à rien. Aussi, ce qui est intéressant, elle dit je peux pas vous soigner. Enfin, tu vois, il y a un truc. Mais C'est vrai. Bah, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais je vois, Oui. je vois ce que Après, tu veux dire. quand tu revois Oui, le c'est film, vrai. je trouve qu'il y a quand même des indices qui te font dire que c'est un piège de croire que c'est Clark le protagoniste, parce que c'est elle qui commence à prendre la parole en voix off dès le départ, et c'est elle qui te guide dans le récit. Donc moi, je trouve que justement, c'est super malin de te faire croire que tu vas suivre Clark, et qu'en fait, tout le coup de l'histoire, c'est de suivre les traumas de Clark, oh le pauvre, il a pas de chance dans la vie, alors qu'en fait, c'est clairement pas un bon personnage, c'est un personnage qui a des failles et qui refuse de les voir en face. Et du coup, en fait, la vraie protagoniste, c'est Marie. Et ça, je trouve ça plutôt cool quand tu t'en rends compte. Mais quand tu le revois une deuxième fois, dès le départ, il y a les pistes qui sont mises en place et c'est elle. En tout cas, pour moi, c'était réfléchi comme ça. C'était volontaire. C'est juste que la rupture, elle est très brutale entre les deux. Entre le deuxième et le second acte, il y a une rupture qui est pas fluide du tout, vraiment. Et je peux comprendre que ça choque un petit peu. Moi aussi, je m'étais dit, ah oui, on change complètement de point de vue, on repart à zéro. On refait la scène de la découverte des backrooms, encore une deuxième fois, Ouais. tu vois. Je peux Ah, est-ce que quasiment les mêmes plans. je peux faire le fanboy de je peux défendre un tout petit peu le point de vue très rapidement sur. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Cependant, pour le found footage, si le film, à mon avis, en termes de prod, là pour le coup, en termes de gros sous et de A24 qui réfléchit, etc., ils ont dû se dire, bon, found footage, c'est cool, mais ça nous emmène vers un truc un peu plus horreur, classico, etc. Là, c'est A24. On veut aussi, je pense que c'est un peu triste parce que c'est pas ce qu'on défend nous et j'entends, mais il y a un peu un côté, mettez aussi de la vraie cam dedans. Enfin, je pense qu'il y a un truc un peu de vrai cinéma au secours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est. Et deuxièmement, tourner des vrais acteurs sur fond vert et les intégrer dans du Blender et tout, je pense que ça aurait été un peu dégueu et que ça aurait été plus compliqué. Et deuxièmement, il y a quand même des trucs assez cool. La première scène en found footage, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, on passe à la caméra réelle en voyant. Donc on a à pleine bourre la caméra DV et après on voit une télé qui montre ce qu'on vient de voir et elle s'éteint et on voit les reflets de scientifiques qui sont en train de regarder dans la télé et après on passe au truc. Donc il y a déjà ce truc un peu de ce que vous voyez, c'est quelqu'un de méchant qui est en train de le regarder. Enfin il y a des jeux un peu comme ça, donc je trouvais ça assez malin. Deuxièmement, moi j'avoue que c'était un peu Maison des Feuilles The Movie et moi j'ai kiffé l'espèce d'adaptation non officielle et ce truc d'avoir, il y a quand même plein de choses hyper charmantes. J'entends ce que vous dites de on recommence à zéro et tout. Après, en même temps, était-il possible d'en faire autrement ? Non, fallait bien emmener les gens qui découvrent from scratch et je trouve ça cool de le faire aussi sans pour autant perdre les gens qui sont ultra fans parce qu'il est quand même dans sa propre mythologie. Ça commence par un panneau async, quoi. Le premier plan, c'est la marque de sa Dharma Initiative, quoi. Donc du coup, je me dis qu'il n'y avait pas trop le choix et que dans la façon dont ça a été fait, c'était quand même assez bien fait. Je vois ce que tu veux dire sur les plans POV, c'est vrai que ça m'a pas choqué, mais il y en a effectivement pas mal, alors que c'était quelque chose de plus réservé au found footage. Mais moi j'ai trouvé que le fait de rentrer la caméra dans la diégèse était assez bien fait. Et c'était aussi pour faire des plans, je pense, en Blender pour lui et pour jouer avec un peu les médiums. Est-ce que vous voyez un vrai décor ou un plan Blender et tout. Oui. Alors j'avoue que si je le regardais avec ce biais de dire oui, en termes de réel, est-ce que c'est. Mais disons que ça a été suffisamment bien fait pour pas me sortir du film et me faire regarder comment c'était fait. Mais plutôt. Et en fait, quand tu le revois, tu regardes, attends, qu'est-ce que j'ai pas compris symboliquement ? Tiens, je peux lire ce qui est marqué sur le mur. Enfin, il y a plein de trucs où tu as envie d'avoir une lecture encore analytique. Mais c'est vrai que tu as raison, en termes de mise en scène, il y a sans doute des choses peut-être un peu peut-être maladroites ou pas forcément ultra sophistiquées, mais je suis tellement client de cette étrangeté que c'est vrai que ça m'a embarqué complètement, quoi. C'est pour ça que quand je dis que je préférais que le film soit totalement found footage, c'est aussi parce que les séquences found footage, elles sont vraiment excellentes et c'est les seuls moments où tu ressens
de l'angoisse, je trouve, et de la peur, mais parce que la caméra embarquée filme d'une manière qui a l'air maladroite et du coup qui te cache certaines parties de l'image et que tu dis quand on va revoir cette partie de l'image, tout de suite il va y avoir un truc, il va se passer quelque chose, ça va faire peur. Donc tu es aussi dans l'anticipation. Et du coup, je trouve qu'il manque un peu ça dans les parties justement tournées avec des caméras plus classiques, des caméras de cinéma. Mais après, en fait, c'est que ça fait le taf. Je trouve ça un peu dommage que ça fasse juste le taf et que on se soit réduit à juste des champs contre champs, en fait. Je comprends. Je suis pas totalement d'accord parce qu'il y a une utilisation du grand angle qui est assez intéressante par instant. Notamment dans la course-poursuite finale. Mais ça reste quand même que des champs contre champs pour moi. Mais après, le gars a 20 ans, quoi. C'est son premier film. Là, c'est vrai, ce que je disais, c'est vraiment pour pinailler, pour avoir... Oui, j'entends. Donc, ça reste miraculeux qu'on ait eu des séquences en found footage dans ce film. Je tiens à rappeler un truc, c'est que nous, on sait que le found footage, c'est un dispositif de mise en scène qui donne encore plein de choses de fou. On l'a vu il y a 2 mois à un certain festival qu'on va peu présenter, évidemment. On a vu des dingueries, on a vu Isaiah's Phone, qui montre que le genre, on est encore sous le capot. On sait qu'en fait, c'est pas du tout mort, le found footage. Mais aux yeux des gros studios, c'est ultra ringard. C'est-à-dire qu'il y a eu cette mode de Paranormal Activity, de tout ça au début des années 2010. Et depuis, ils osent plus en faire. Maintenant, citez-moi un gros found footage, entièrement found footage sorti dans les salles, partout. Il n'y en a plus. On a eu la chance d'avoir Late Night with the Devil, qui était une exclue UGC dans quelques salles en France. Il y a eu Shelby Hawks, qui a quelques scènes en found footage, mais c'est même pas une vraie sortie nationale. Les studios n'osent plus faire de gros trucs en found footage. Et je vois mal à 24... Enfin, tu vois, il y a 2 grosses séquences qui sont folles, pour le coup. Et je pense qu'ils vont, du coup, en mettre plus dans les prochains, vu comment ça marche. Mais j'étais surpris, dans le bon sens, qu'ils aient osé retourner là-dessus, quoi. Parce que pour les studios, les Américains, les gros studios, ils sont en mode, non, c'est mort, ça a fait son temps, ça marche plus, les gens aiment pas. Ce qui est faux, selon moi, c'est complètement con. Mais pour beaucoup de gens, ça a été un sous-genre pollué par 10 000 sous Paranormal Activity. T'as tout à fait raison, il doit y avoir un peu la sensation que c'était une période un peu révolue, les found footage, où il y a eu une espèce de grosse masse de sorties, etc. Et puis ça fait des vagues, etc. Après, dans les cycles de nostalgie, il est possible que ça revienne fort. Et deuxièmement, je dirais que c'est presque plus que du found footage. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans un côté plus analogue horror, comme tu le disais tout à l'heure, Amélie, dans le sens où c'est une esthétique qui va presque plus convoquer ça, parce qu'on est en 1990, il y a une date qui apparaît, donc c'est un choix quand même assez délibéré, pour justifier aussi des DV-cam, je pense. Et au-delà de ça, s'il avait fait qu'un seul found footage, ça voulait dire une unité de caméra, entre guillemets, et à moins de refaire The Bay... ça aurait été compliqué de pouvoir raconter un truc un peu mythologique avec effectivement de voir le chercheur qui voit ça de chez lui. Enfin, je suis quand même heureux qu'on ait pu avoir différents points de vue et pas juste quelqu'un qui est avec une cam dans la main et puis allez, un autre acteur la trouve à la moitié du film sur son cadavre. Mais en soi, je pense que ça, si vous voulez mettre les graines d'une mythologie et de quelque chose qui a l'air un peu multi-modal comme ça, bah, ils avaient pas trop le choix, je pense. Après, c'est pas lui qui a écrit le film aussi, curieusement. Alors évidemment, il a dû donner des ordres et tout, mais il n'est pas crédité au scénar. C'est aussi une volonté quand même de pas lui-même scénariser le truc et peut-être de faire appel à des techniques plus classiques et de lui venir mettre son grain de sel dedans. Mais je pense qu'il a dû avoir un échange comme ça avec un vrai scénariste. Peut-être, je sais pas, il a dû peut-être se dire ça. Je sais pas du tout. Et il cherche un autre scénariste pour la suite. Mais un co-scénariste cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Donc il veut être un peu plus impliqué. Donc pour le coup, c'est tout à son honneur. Après, le mec, il est coaché par James Wan. Déjà, faut pas oublier. Osgood Perkins. Et Osgood Perkins, qui est pas loin, et qui le coach. Enfin, le mec, quoi qu'on dise, il y a des pointures derrière. Mais après, c'est pas déconnant que James Wan soit pas très loin, parce qu'il avait sorti la série Archive 81, qui reprenait aussi le found footage et tout, et qui était très chouette, qui a pas été renouvelé, mais qui était très cool. Mylène, justement. Dans le film, il y a toute une thématique autour des souvenirs qui s'effacent, qui se réinterprètent, qui se remodifient. Tu voulais nous parler de ça, toi? Ouais, ben alors déjà, moi, mon rapport, contrairement à vous au backroom, il est de l'ordre de 0. Je pense que les seules connaissances que j'ai dessus, c'est grâce à vous. Vous êtes mes pères Castor et mères Castor là-dessus. Je pense que Luminal Space, la seule chose que j'en connais, c'est Sévrance, la série. Donc, il n'y a pas grand-chose, quoi. Très bonne série au demeurant. Qui est très, très cool, ouais. Et sinon, je dirais que les espaces comme ça, un peu étranges, pour moi, ça me fait penser aux jeux vidéo. Et tous les jeux vidéo en POV comme Madison ou Inside, c'est quelque chose auquel je me suis mis il n'y a pas longtemps et qui me fascine vachement. Les jeux qui sont en boucle, où on tourne dans une maison, où les portes changent, tout est étrange. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, j'avais pas trop
d'attente par rapport à Backroom, sauf le fait de voir un grand jeu vidéo en fait sur grand écran, d'être hyper oppressé, de ressentir les mêmes sentiments que j'avais quand je jouais à ces jeux que j'aime tant. Et j'avais par contre pas d'attente sur le scénario, sur les personnages. Vraiment, je me suis dit, ça va être un film popcorn. Je vais juste être hyper tendue. Et en fait, il n'y aura pas grand-chose de plus. Et c'est là où le film m'a vraiment surprise. Parce que ce qui m'a effectivement beaucoup touchée, c'est les thématiques qui sont traitées dedans. Alors, bien sûr, moi, ce que j'en ai ressenti, c'est que mon point de vue à moi. Mais effectivement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès le départ, je suis tombée dans le panneau. Comme je vous disais, en fait, je pensais que Clark, c'était le personnage principal. J'avais beaucoup de mal à l'aimer. On voit qu'effectivement, c'est un personnage qui est complètement enfermé dans son magasin, qui vit parmi les meubles, qui est devenu un meuble, qui refuse en fait de voir la vérité en face quand il se confronte à Marie. Et du coup, effectivement, quand on voit la scène où il rejoue une scène du passé avec sa psy, c'est une scène qui est très violente d'ailleurs, où on voit en fait à quel point le personnage de Clark, il a des traits monstrueux, et c'est là qu'on commence à se demander si on continue de le suivre justement dans les backrooms, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que ça va donner. Surtout que dans la scène d'intro, on sait qu'il y a un monstre, et du coup, moi j'ai commencé à me dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? En plus, on nous installe très vite que c'est un architecte, donc ce qui est très fort, c'est que j'ai bien aimé que le film évolue un peu comme un jeu de pistes où on nous met plein d'indices. C'est-à-dire que le personnage de Marie, dès le départ, on la voit donc observer ce qu'on va apprendre plus tard, son ancienne maison, la maison de son enfance, et du coup la voir se détruire sous ses yeux. Il y a vraiment un truc de si vous avez perdu un proche ou même votre maison de famille, moi ça m'a touché vraiment en plein cœur, ce film là-dessus, parce que je trouve que c'est vraiment un film sur le deuil en fait de ses proches, mais surtout le deuil d'une maison. C'est-à-dire que quand on perd des proches, on fait un deuil physique, intime, mais il y a aussi, si vous êtes passé par là, le fait de devoir vendre la maison familiale, de devoir se détacher des souvenirs, et finalement, en fait, c'est la dernière chose palpable qu'on a de la personne, c'est la maison. Et je trouve que là, c'est quelque chose qui est vraiment bien illustré dans Backroom, notamment par le personnage de Marie, donc qui va garder en fait ce morceau de ciment dans tout le film, qui va vraiment être un espèce de fil pour reprendre la thématique d'Amélie. En fait, elle va le garder dans sa poche, elle va rentrer dans la backroom avec. On sait que ça va être important pour elle, que c'est un peu le seul élément qui la maintient en fait dans le réel et qui lui donne de la force, même si finalement on l'apprendra plus tard, c'est pas forcément un bon souvenir, puisqu'on se rendra compte que elle a un attachement très ambivalent avec cette maison. C'est à la fois son enfance, mais aussi une sensation d'enfermement. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans le film, c'est que très vite, donc on va passer de la voix off de Marie au personnage de Clark. Mais ce qui est intéressant, c'est que les personnages sont construits en fait en miroir, en écho. On passe notamment par la télé, tu le disais, Quentin. En fait, il y a donc cette scène où on voit Marie dans son intérieur. On voit qu'elle est très seule et qu'elle est en train de manger devant sa propre pub, où c'est une pub très solaire, donc où il y a cette sensation de pas rester enfermé, d'ouvrir la fenêtre. Enfin, on est très très loin de tout ce qu'on voit dans le film, où on est avec plein de meubles, tout le temps dans des espaces qui sont pas du tout chaleureux. Et là, donc, on passe en fait du personnage de Marie au personnage de Clark. Et en plus, cette télé, elle est vraiment utilisée comme un passage durant tout le film, puisque comme tu l'as dit, Quentin, aussi, dans la scène d'intro, donc c'est ce qui nous permet de découvrir les scientifiques, mais c'est aussi le premier rapport de la backroom à Clark. C'est-à-dire que c'est par la télé que Clark va voir cette backroom. Et là aussi où c'est fait en miroir, c'est que là où tu sens qu'en fait cette backroom, c'est pas qu'un espace étrange, qu'un monstre, que quelque chose d'effrayant, c'est que l'entrée dans la backroom entre celle de Clark et celle de Marie est très différente. Donc Clark il passe par la télé, il y a un truc de fascination, il ramène des meubles, et très vite, au début, on se dit, il va se faire bouffer par le monstre, tu t'attends à quelque chose de très classique, de l'ordre du film d'horreur, et en fait, c'est pas du tout ça. Parce qu'il y a ce truc très étrange où on comprend que Clark, c'est vraiment un personnage pas très positif, c'est que Clark, il a l'air très à l'aise dans cette backroom. Il dessine les plans. On dirait presque que c'est des plans qui sont sortis de son esprit quand il arrive dedans. D'ailleurs, c'est lui qui va voir les petites portes. Il y a un côté Alice au pays des merveilles. Il a l'air de tout comprendre très facilement, alors que les autres personnages sont vite oppressés. Même toi, quand tu regardes, et ça c'est très fort dans le film, moi qui avais du coup jamais vu vraiment d'espace de backroom en mode horreur, je trouve que la lumière, ce sound design sur la lumière, t'as chaud, tu te sens mal, t'as juste envie de péter les néons, et ça fonctionne super bien. C'est marrant que tu aies dit sound design sur la lumière, parce que ça pourrait paraître antinomique, oui. Mais effectivement t'as un bruit de néon, oui, tout le putain de film oppressant. en fait, et c'est ça, exactement.
Et c'est hyper oppressant en fait. Et donc ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et effectivement, par contre, la cassure entre Clark et Marie, peut-être qu'elle est trop abrupte. Moi, ça m'a pas dérangée. Parce que justement, vu que j'étais un peu dans un jeu de pistes où j'essayais de savoir, en fait, je voulais en savoir plus sur Marie, ce qui allait se passer, comment les deux allaient s'imbriquer, j'ai trouvé ça chouette de mettre vraiment en parallèle donc l'entrée de Clark qui va très vite dessiner une porte, y voir de la lumière, alors que Marie, en fait, elle rentre par cette mouche qu'on voit dans son souvenir, dans le flashback de sa maison, et du coup qui est aussi un peu le seul être qui rentre en fait dans la pièce où elle est enfermée. Et je trouve ça très chouette de se dire que la backroom s'adapte quelque part aux personnes qui rentrent dedans, et elle devient aussi eux. C'est ce qu'on voit aussi quand Marie rentre et quand on voit sa maison qui évolue, qui va se transformer, prendre en fait un peu d'elle. Et c'est là où je me suis dit, finalement, ces bâtiments qui nous sont chers, ces souvenirs, ce deuil, toute l'histoire du souvenir, il y a quelque chose d'hyper symbolique. Et c'est cool, finalement, d'une thématique qui, pour moi, en tout cas, de ce que j'en connaissais, n'était qu'un jeu vidéo en POV qui servait en fait à se mettre mal, que je voyais en jeu indé sur la Switch avec des piscines et tout. En faire vraiment quelque chose sur le souvenir et ce que peut être en fait un objet, un bâtiment pour nous, et le fait de des fois lâcher prise en fait, et que ça peut être une bonne chose. Et moi qui ai tendance à beaucoup m'attacher justement aux maisons, aux souvenirs, et cette thématique, je l'ai trouvée très bien exploitée. Et c'est là aussi où j'aurais peut-être un petit bémol justement. Parce que là où je trouve que c'est super bien exploité, où je trouve que même finalement l'histoire des machines d'IRM, c'est totalement cohérent de se dire que si on est dans l'inconscient, dans un souvenir, dans un rêve aussi, ça pourrait être un rêve, puisque dans les rêves on perçoit très mal les personnes, les choses sont un peu déformées, on reconnaît des choses sans vraiment les reconnaître, on s'inspire aussi de nos souvenirs qui nous restent. Et je trouve que la thématique aussi de la machine d'IRM, c'est super malin, parce que notamment les personnages qu'on voit en fait dans la backroom, c'est des personnages qui sont saccadés, comme des personnages qui seraient figés mais en mouvement. Et moi qui passe beaucoup de temps dans les machines d'IRM, j'imagine ça un peu quand tu te fais scanner de tous les côtés. Mais ils ont été photocopiés, quoi. C'est comme... C'est ça. Et comme si finalement cette machine d'IRM, les gens qui étaient rentrés dedans, elle en avait gardé une certaine essence, un magnétisme, et que ça avait créé un passage. Et là aussi, moi qui connaissais rien, je trouvais ça très fascinant d'imaginer ça, un passage vers l'inconscient, vers le souvenir, vers le rêve. Et c'est là aussi où je vous rejoins totalement sur le côté Twin Peaks. Alors là, j'ai adoré. Mais du coup, mon petit bémol, c'est que je trouve que le film n'avait pas besoin de monstres. Ce qui m'a déçue, c'est que je pense honnêtement que l'endroit, le souvenir, tout se suffisait. Et que le monstre, pour moi, c'est avoir ajouté un truc très immature un peu, adolescent, pour en fait rentrer dans les codes de l'horreur et de la menace. Et finalement, je pense que Backroom, pour moi en tout cas, il aurait été un meilleur film si on avait imaginé une menace, mais que finalement, il n'y avait pas eu de monstre. Et ça, c'était mon bémol. Je suis un peu d'accord avec toi, ouais. C'est un énorme débat qui fait rage depuis le premier post des Backrooms sur 4chan, sur le monstre ou pas monstre, sur la solitude ou alors des entités, etc. Et encore, tu n'es pas prête pour le monstre spaghetti des Backrooms de la web-série, parce que crois-moi, les entités de base, c'est pas ça. Oui, mais après, tu vois, si tout n'avait été que horreur, je pense que je l'aurais accepté. Mais là, en fait, je trouve que ça rentrait pas en résonance avec ce que, en tout cas, moi, j'avais pensé du film. Mais après, t'as quand même raison, parce que toi qui connais pas trop les Liminal Space, il y a quand même une dimension extrêmement nostalgique qui me manque un peu d'ailleurs dans le film. Je suis ressortie un petit peu sur ma fin de Liminal Space. Et du coup, effectivement, il y a quelque chose du souvenir sur lequel t'arrives pas à mettre le doigt, mais t'as l'impression d'avoir déjà été ici. C'est ça. Un lieu que t'aurais déjà vu. Un centre commercial que t'aurais déjà vu. Slogan du site des Backrooms qui est You've been here before. Vous êtes déjà venu ici. C'est vraiment le sous-titre de The Backrooms. Voilà. Et je peux remonter un instant sur ce que tu as dit parce qu'il y a plein de trucs trop intéressants. Déjà, juste avant pour l'évacuer, moi, la mouche, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Cronenberg au moment où elle arrive. Oui. Comme un petit clin d'œil du passage un peu de dimensionnel, changement d'état et tout. Et du coup, je trouvais marrant qu'il y ait une petite mouche, mais donc voilà, ça c'est dit. Je trouve que c'est brillant ce que tu dis sur l'IRM et je suis dégoûté de pas avoir eu l'idée avant, mais en vrai, parce que je crois que non mais en vrai, c'est que de pas l'avoir vu avant, je veux dire tellement ça a l'air obvious, mais en fait c'est pas si obvious que ça et c'est très malin. Parce qu'en gros, je crois que c'est un des rares trucs, dans mon souvenir des courts-métrages de Kane Pixel sur YouTube, il y a une méga corporation et tout, mais je crois pas qu'il ait dit clairement à un moment où oui, on fait des IRM, à la base, ils ouvrent un portail, c'est des gens qui bossent avec le gouvernement, c'est beaucoup plus sombre et conspiration que ça, alors que là, c'est un peu, s'il dit la vérité,
j'adore l'idée qu'ils aient trouvé en fait l'entrée vers ça penche vers la théorie de l'inconscient en gros quoi. C'est-à-dire que on a trouvé ce lieu-là avec un IRM qui sert à regarder l'intérieur du cerveau. Donc en gros ça pencherait un peu vers ce truc un peu mental. Et dernière chose, ce que je trouve très fort et qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est que avec ce qu'il avait comme concept entre guillemets, il y avait moyen de faire cube. Tu vois ce que je veux dire Oui. Grave. Et lui, il a fait un truc quand même sur la psyché, sur le souvenir, le trauma, l'effacement, la mélancolie et tout. Et pour, entre guillemets, quelqu'un de jeune et de 20 ans, tu pourrais te dire que c'est un truc qui arrive plus tard dans la vie, tu sais. Et là, il y a un truc, et ça montre aussi une génération, enfin, je pense que c'est un truc générationnel aussi, peut-être. Et il parle pour, c'est des jeunes déjà désabusés dans une forme de post-réel, quoi. Il y a un truc que je trouve assez fort là-dedans, et je trouve ça très fort qu'il ait réussi, d'où la présence de la psy et tout, qui était la façon d'aller vers cette voie-là, tu vois. Je trouve ça hyper fort. Et moi, une des meilleures scènes du film, je trouve, qui est pas en fin de footage, c'est le moment où la gamine, sa maman est emmenée à l'hôpital, et donc elle se retrouve toute seule chez elle, dans un coin de sa pièce, et il y a un contre-champ où on voit ce qu'elle voit, c'est-à-dire des fenêtres couvertes de journal. Enfin, il y a un salon, quoi, en gros, avec plein d'objets, quoi. Et en fait, la caméra commence à descendre vers le bas, passe au travers du sol. Ouais, j'adore. Et on voit des itérations de la même pièce, mais qui se vident petit à petit jusqu'à ce que même les objets se déforment et viennent s'encastrer dans les murs. Ça a même rappelé d'ailleurs The Philadelphia Experiment. Je sais pas si vous avez vu ce film avec un navire de Avec guerre. Willem Dafoe. Alors, je sais plus s'il est dedans, mais en gros, c'est un bateau qui se fait téléporter dans le triangle des Bermudes et quand il revient, les marins sont encastrés dans le mur à cause du voyage temporel. Et il y a un truc quand même, une question autour du voyage temporel aussi dans le film, notamment sur ce qui est marqué sur le mur. Il y a des dessins à un moment avec des phrases. Il y a même marqué un truc genre pourquoi se tourner vers la magie, soyons réalistes. Here and now, enfin ici et maintenant sont des choses très relatives ou personnelles. Enfin, il y a un truc qui fait relativiser sur le réel et la ligne du temps et tout. Donc je pense que il y a des ouvertures vers quelque chose de plus mystique. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il a réussi à faire un truc très intime, psychanalytique, traumatique et tout, et en même temps d'ouvrir quand même la porte à une dizaine de films. C'est-à-dire que moi, si le prochain film, c'est un gamin sur Internet qui fait un trip report parce qu'il a pris de l'ayahuasca et qui se retrouve dans les backrooms, ça me va, tu vois. Enfin, en soi, il y a rien d'impossible. Et j'aurais envie qu'il se retrouve dans ces mêmes couloirs, qu'il y ait toujours iSync qui essaye d'attraper les gens qui se retrouvent perdus là-dedans. Enfin, en soi, il a posé une mythologie à la X-Files, quoi. Dans le sens, c'est assez classique, mais c'est ce qui a fait le succès de Lost pour moi. Je trouve qu'il y a vraiment un truc de cet ordre-là qui a été convoqué et c'est pour ça que ça m'a pas dérangé de recommencer, pour boucler avec ce que tu disais tout à l'heure, de recommencer avec une nouvelle histoire. C'est que quelque part on voit une entrée, une énième entrée dans ce truc et moi je suis ok pour voir des centaines d'entrées de gens différents avec des visions différentes parce que je pense que le lieu s'adapte quand même à celui ou celle qu'il visite. C'est ce qui a l'air d'être quand même un peu subodoré dans le truc. Donc, et la dernière chose que je voulais finir, c'est sur le monstre. Je suis un peu d'accord avec toi. Moi je suis plutôt team pas besoin de monstre. L'architecture en elle-même est déjà complètement dingo et je trouve ça cool d'aller au bout du concept et tout. En même temps, ça faisait un peu hommage à la creepypasta qui, elle, parle d'un monstre dans les 4 phrases qu'il y a sur l'histoire. Bah, il parle quand même de quelqu'un qui te surveille et tout. Il y en a bien. Et c'est pas un monstre gore qui va t'étriper, c'est un truc qui sait déjà que t'es là. Et je trouve qu'ils ont quand même gardé ce côté paranoïaque et tout. D'ailleurs, même quand tu regardes un peu le film, tu verras que le pirate, il met du temps à se former. Au début, c'est un peu un truc un peu filiforme, un peu informe. Et à la fin, on reconnaît la mascotte. Donc, il y a un truc où moi, j'ai la sensation que même s'il y a un monstre, effectivement, t'as raison. On a un peu sacrifié à l'hôtel du jumpscare, du suspense et de je me fais traquer à la fin et tout. Mais en même temps, quand tu regardes la scène finale qu'on va pas forcément spoiler, bah il y a plus grand méchant encore que Pirate Clark, selon moi. Tu vois, c'est Marc Duplass qui dit ah non, c'est pas moi qui décide. Donc du coup, je trouve que cette fin est absolument glaçante. C'est d'ailleurs, enfin, je sais pas si le film se finit totalement mal parce que quand Clark décrit ces espèces de personnages glitchés là dont tu parlais tout à l'heure, il dit il existe dans le réel un mec avec une chemise. Mais ici, il ressemble à ça. Donc, il y a l'idée qui est subodorée que tu as une double existence, un peu Schrödinger presque, tu vois, entre le réel et les backrooms. Donc, est-ce que ce plan final veut dire que c'est sa prison pour l'éternité dans cette horrible posture, ou est-ce que c'est juste une espèce de souvenir qui est incrusté dans les backrooms, comme un peu quelque chose qui sédimente comme ça? Mais ce plan est quand même lugubre pour un dernier plan. Après, moi, j'aime bien que ça finisse comme là-dessus. c'est moi aussi, je suis hyper content. Ça dit qu'elle a laissé une partie d'elle-même. En tout cas, pour moi, j'y ai vu le fait qu'elle a laissé une partie d'elle-même dans les backrooms et que du coup, même si on ne sait pas ce qu'il advient d'elle, elle a fait en fait la paix avec. Du coup, c'est un peu ses démons intérieurs. Et par contre, si je suis pas ok sur le monstre et que ça m'a un peu saoulée, j'ai beaucoup aimé que justement les personnages qui pourraient être les monstres, ceux qu'on pourrait te présenter comme des monstres, finalement, soient des personnages inoffensifs.
Et du coup, c'est des personnages qu'on te présente comme des versions alternatives, presque des freaks en fait. Et j'aime bien que justement, ça soit les gentils de l'histoire et qu'ils se fassent malmener par Clark et qu'on voit qu'en fait, finalement, le méchant, c'est pas ce qu'on pensait être encore une fois. Ce plan que tu as évoqué, Quentin, de la caméra qui descend, qui backroomise une pièce aussi, j'ai trouvé que c'était une super allégorie de Alzheimer et de la démence. Quelque chose que j'ai pas vu beaucoup évoqué, mais les backrooms, pour moi, il n'y a pas plus efficace pour montrer ce que ça fait, en fait. Il y a des discussions, t'as des gens qui bossent avec des gens qui ont Alzheimer, qui sont atteints de démence, etc. Et en fait, tout le monde dit, c'est la représentation parfaite de ce qui se passe dans ton cerveau quand t'as un Alzheimer avancé. Tout se déforme. C'est pour ça que The Caretaker, c'est la BO des backrooms, un peu, tu vois. D'ailleurs, les scotch bleus ressemblent vachement à la pochette. Pour moi, la porte, tu sais, il met des scotch un peu turquoise, vraiment de la même couleur que la pochette de l'album de The Caretaker, qui est vraiment un peu une réflexion justement sur je crois, Alzheimer Et d'ailleurs, il y avait dans The Caretaker, je crois qu'une des inspi de cet album, c'est quand il écoute dans Shining les musiques que Jack Torrance entend du ballroom, qui est un peu lointain et qui est une espèce d'alu un peu temporel, bizarre, et du coup je trouve que ça convoque aussi ça, qui est déjà un délire spatial, un peu de folie, entre guillemets, donc ça match assez bien, je trouve. On parlait des freaks, les monstres, ceux qui sont du coup dans le dernier acte autour d'une table, dans une scène qui ressemble énormément à peut-être le plus grand film d'horreur de tous les temps. C'est pas peut-être. Un film que Monsieur Bis, peut-être, bah voilà, il est là. C'est ton moment. Sûrement. Mathieu, les backrooms, qu'est-ce qu'on en a pensé ? J'ai pensé à toi quand j'ai vu le film. J'ai vu l'hommage à Massacre à la tronçonneuse, qui est évident, le studio, il a kiffé. Oui, j'ai kiffé. Globalement, je suis un petit peu comme Amélie, c'est-à-dire que je suis sorti en disant c'était bien. C'était pas la claque absolue. Alors après, il y a aussi le fait que je connaissais déjà Ken Pixel avant, j'avais vu ses courts-métrages, j'avais vu les vidéos de Feldub, tout ça, donc les backrooms, j'avais déjà un petit peu poncé le truc, quoi. Mais en fait, j'y allais en étant surtout curieux de comment est-ce qu'un truc pareil allait être transposé au cinéma. Comment est-ce qu'un gamin de 20 ans à peine allait se démerder avec un concept aussi monumental, même si le mec, en fait, c'est longuement entraîné en fait avec ses courts-métrages sur sa chaîne YouTube, mais comment un truc aussi casse-gueule allait pouvoir être transposé au cinéma correctement, sachant que jusqu'à présent il n'avait fait que des courts-métrages, donc que des trucs en fait avec une durée courte, et là il fallait tenir sur plus d'1 heure et demie, quoi. Voilà, donc dans un premier temps je me suis dit que j'aurais préféré que ça soit un petit peu comme tout le monde, que un film intégralement tourné en mode found footage, donc que un truc en POV, en fait, ce qu'on voit très clairement dans les premières minutes du film, mais que petite prod A24 oblige, je pense qu'il y a aussi des producteurs derrière qui ont dû mettre un petit peu le frein, le holà à ce niveau-là, en disant non, il y a peut-être aussi des personnes qui sont pas forcément fans des backrooms, qui vont découvrir les backrooms avec ce film-là, qui vont peut-être se barrer en cours de route quand ils vont percuter que c'est que filmé en POV en mode found footage, quoi. D'autant plus que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le found footage c'est pas non plus extrêmement à la mode, hormis chez nous, on vous ment, mais voilà, donc quand j'ai vu que c'était film normal, mi-found footage, je me suis dit j'aurais préféré que ça soit juste que found footage, mais bon, bref. Après, je comprends aussi que voilà, il y a un risque un peu Skinamarink, quoi. C'est t'as un concept qui est absolument génial, mais au bout d'une demi-heure, tu commences à regarder ta montre et il y a le risque que les gens se barrent. Mais voilà, moi j'étais surtout curieux de voir comment est-ce qu'il allait gérer le reste, c'est-à-dire les scènes qui ne sont pas en found footage. Comment est-ce qu'il gère sa mise en scène, comment est-ce qu'il introduit ses personnages, comment est-ce qu'il dirige ses acteurs, comment est-ce qu'il fait un film de cinéma, quoi. Et ce que j'ai eu en fait, c'est un film avec une mise en scène typique de premier film de jeune réalisateur qui veut t'en mettre un petit peu plein les yeux, mais qui a quand même une certaine retenue. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus démonstratif que ça, un peu plus m'as-tu vu, quoi. Et en fait non, il sait quand même poser son cadre, il sait générer une espèce d'étrangeté en faisant soit des contre-plongées très bizarres, soit des espèces de plans très très larges, en fait, où on voit le personnage principal au fond vraiment de l'écran comme un tout petit truc et on comprend vraiment que l'espace est gigantesque. Donc ça, je trouve que pour un premier film, et vu son âge, c'est quand même très 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 réussi. On a aussi au niveau de l'écriture des personnages, des persos qui, contrairement à ce que j'aurais pu craindre, ne sont pas forcément trop manichéens. Il y a aussi le fait qu'ils sont pas forcément très nombreux, donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui permet aussi de les écrire peut-être un peu plus finement. Il y a aussi le fait que le personnage principal n'est pas forcément le héros, comme on l'a dit précédemment, que ça soit un personnage
très vite pénible, très vite détestable, c'est déjà un risque. Moi, je sais que quand j'avais fait une toute petite critique de quand j'étais revenu en fait de ma séance de Backroom et que je l'avais publié sur Insta, sur Blue Sky et tout ça, j'avais dit, enfin grosso modo, que je voulais souligner en fait, je voulais applaudir en fait les choix relativement, j'allais dire presque radicaux en fait du réalisateur, et vraiment je le redis encore une fois aujourd'hui parce que c'est sur le papier c'est quand même assez risqué quoi quand tu connais pas l'univers ou quand tu sais pas trop ce que tu vas voir. D'autant plus que c'est un film qui prend son temps. C'est un film qui fait confiance en l'intelligence du spectateur pour chercher des trucs cachés, pour décrypter des codes. On met un petit moment en fait avant de retourner dans les backrooms après la séquence originale qui est clairement une des meilleures séquences du film parce que found footage, découverte, tout ça. Mais voilà, c'est un film qui vraiment demande au spectateur d'être attentif, d'éteindre son téléphone portable et de faire attention en fait aux détails. Moi, pour le moment, je ne l'ai vu qu'une seule et unique fois, mais je suis très curieux de le revoir parce que passer la toute petite déception, hein, je nuance un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que encore une fois, je connais cet univers. Je pense que je vais plus l'apprécier au revisionnage parce que là, ce coup-ci, je vais davantage faire en fait attention aux détails. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de choses en fait qui sont planquées, soit à destination des fans, soit des trucs en fait qui ont 2, voire 3 niveaux de lecture différentes, ce qu'a dit Amélie tout à l'heure, Alt aussi, enfin bref, on l'a tous dit. Mais je pense que voilà, c'est un film qui va gagner de la profondeur et de la valeur avec le temps, vraiment au fil des années. Je pense qu'on est parti. Il grandit en toi. Il grandit en moi, oui. Je pense que avec les années, c'est vraiment un film qui va, comme le disait Alt, créer quelque chose, créer peut-être une nouvelle catégorie de films, une espèce de nouvel engouement pour une nouvelle forme d'horreur. On a après comment dire, on peut y être réceptif ou pas. Je sais qu'il y a des personnes pour qui en fait le fait d'être perdu dans des endroits qui se ressemblent tous, où en fait il y a personne, c'est pas du tout effrayant quand en face il y a des personnes que ça terrorise absolument. Moi, à titre personnel, je me suis peut-être pas enfermé, mais je me suis paumé l'espace de 30 minutes dans un hôpital vide il y a 1 an en arrière. Au début, c'est un peu rigolo, puis après, t'en as vite marre, t'as envie de sortir. Donc voilà, je suis ni effrayé, ni je m'en fous. Je suis un petit peu entre les deux. Mais voilà, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire après. Parce que là, je pense qu'il n'a pas non plus totalement eu la main 100% libre sur ce film-là. Parce que, comme on l'a dit, il y a énormément de grands noms qui sont derrière. Il y a James Wan, il y a Osgood Perkins, il y a Sean Levy, même si c'est pas un grand nom, mais bon, vous m'avez compris. Voilà, donc il y a une team en fait qui est là pour l'accompagner. Ah oui, il y a Sean Levy derrière aussi. Il me semble avoir lu Sean Levy, ouais. Oui, c'est fou ça. Ouais, mais bon, voilà, il y a quand même des grands noms qui sont derrière lui. Et je sais que j'ai eu un petit moment une petite déception très rapidement en début de film quand j'ai vu d'une part qu'on visitait toujours un petit peu les mêmes pièces des backrooms au début, parce qu'au début il essaye de cartographier un petit peu comment ça fonctionne et il revient très vite à son point de départ, et j'étais là à me dire merde, cette pièce là je l'ai déjà vue, celle-là aussi, bon ok, j'ai compris le chemin, maintenant j'aimerais en fait me perdre dans cet espace, ressentir un petit peu le même sentiment de vertige que j'avais pu ressentir quand j'ai découvert les courts-métrages de Ken Pixel, quoi. Et en fait, ce sentiment, je l'ai pas eu, en tout cas pas au début, parce que plutôt que de nous filmer une succession de pièces identiques, jaunes et vides, il filme très vite ce que j'appelle des pièces Fort Boyard. C'est-à-dire des pièces dans lesquelles en fait il y a un truc qui n'a rien à foutre là et qui est un peu rigolo, quoi. Vous voyez les cellules de Fort Boyard, en fait moi je les ai connues quand elles étaient toutes identiques. C'est-à-dire que quand tu étais devant la porte d'une cellule de Fort Boyard, tu savais pas ce qu'il y avait derrière. Sauf si tu étais un fan de l'émission et que tu connaissais l'architecture du fort et que tu savais que derrière c'était le truc dans la boue, c'était le fil d'Ariane, ou c'était je sais pas quoi, le mur incliné, enfin bref. C'est lui le bon vieux en fait, le vrai bon vieux du podcast, purée. C'est moi le pépé. Et le truc c'est que dans chacune des pièces, il y a des meubles, il y a des trucs encastrés dans les murs, il y a un machin bizarre qui a rien à foutre là, il y a un panneau stop, il y a un truc et tout. Ce qui fait que le côté très angoissant que moi je voulais avoir en fait, enfin que moi je voulais retrouver dans le film on est perdu dans un espace gigantesque avec des pièces qui sont toutes identiques. Là en fait elles sont pas toutes identiques puisque systématiquement il y a un objet différent dans chacune d'entre elles.
Donc, je comprends que là aussi, c'est pour qu'on puisse avoir des repères visuels, histoire qu'on comprenne en fait le cheminement du personnage principal qui cherche à créer, à comprendre l'agencement des pièces et à créer un chemin, tout ça pour revenir safe en fait à son point de départ. Mais ce truc-là m'a un petit peu désarçonné au début, quoi. Même si après coup, je comprends que le choix est logique, quoi. J'ai eu aussi le même sentiment de ah merde, peut-être qu'on va pas forcément dans la bonne direction, avec le côté potentiellement, on est dans un univers mental, on est dans la tête d'un personnage qui visiblement a l'air un peu zinzin, quoi. Alors heureusement après la suite propose du neuf et nous explique que bah non, ça n'est pas totalement ça, que on n'est pas dans la tête d'un personnage mais que les backrooms existent pour de vrai, qu'il n'y a pas qu'une seule entrée qui est dans son magasin, il y en a potentiellement plein d'autres et que les rares personnes qui ont un jour trouvé ces entrées et sont allées dans les backrooms ont créé une espèce de double, et ça je trouve que c'est une des meilleures idées du film, une espèce de double dégueulasse, glitché, avec comme si une IA en fait avait demandé de créer un double de soi-même en fait avec 6 doigts, avec quatre yeux, 3 mentons, enfin un truc affreux, quoi. Et ça je trouve ça absolument génial. Et j'aime aussi le fait que les niveaux inférieurs un peu débiles qu'il y a dans les backrooms, ceux qui ont été créés tardivement par des gens qui sont plus rigolos qu'effrayants, soit quasiment absents du film. On a une visite très très courte des pool rooms, donc l'endroit dans les backrooms, en fait, il y a ces fameuses piscines qui, moi, m'angoissent absolument pas du tout. Moi, j'ai qu'une envie, c'est piquer une tête. Donc, je suis content, en fait, qu'on y passe très 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 rapidement. Mais voilà, je pense qu'il a malgré tout fait de très très bons choix, qu'il a dû s'arranger avec la production pour avoir un truc qui contente à la fois les uns et les autres, qui soit aussi bien destiné aux fanboys qui veulent de toute façon retrouver ce qu'ils ont aimé dans les films, dans les courts-métrages de Ken Pixel, et qui en même temps soit suffisamment attractif, clair, pour intéresser des personnes qui ne connaissent absolument pas les backrooms, quoi. Le seul petit truc en fait qui m'a manqué, je pense, après coup, mais je pense totalement lié au faible budget du film, c'est un manque de gigantisme. Ce sentiment de gigantisme en fait que tu as à plusieurs reprises dans les courts-métrages, tu l'as pas beaucoup dans le film, je trouve. Il y a même si un plan légendaire quand même. Oui, on est d'accord. Je pense qu'on a le même en tête. Okay. Ce sentiment de gigantisme, en fait, je trouve qu'on l'a pas beaucoup dans le film, même si apparemment ils ont construit beaucoup de décors en vrai et que d'après la promo, encore une fois, certains acteurs se seraient perdus dans les décors, gna gna gna. Bon, après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. Mais il y a un moment, il y a un plan qui est fantastique dans le film où enfin on retrouve ce sentiment de gigantisme. C'est pendant une course-poursuite, donc on n'en dira pas plus. Mais là, je me suis dit, ah putain, ça y est, enfin, quoi. Enfin, on trouve le. Et c'est un plan, je me vais te remonter, c'est un plan de ouf parce que c'est un plan mythologique dans le sens où non seulement visuellement, il est ouf. Mais je trouve que dans ce qu'il suppose, tu vois, justement, vis-à-vis de tout ce que tu disais avant, c'est pas juste dans la tête d'un gars, je trouve que, waouh, il y a un truc à la Cube, tu vois, il y avait ça un peu dans Cube quand tu regardes dans les interstices, il y a quelque chose là, pour le coup, vraiment mythologique et vraiment presque un payoff, tu vois, d'avoir été un peu dans des trucs claustro qui se ressemblent. Là, t'as cette espèce de languette flambie qu'on enlève à la fin où tu fais. Moi, j'ai trop mal vécu ce moment. J'étais trop en PLS. Moi aussi, j'étais vraiment en mode, aidez-moi, s'il vous plaît, faut pas que ça dure longtemps. Le moment où la porte. Tu sais, il y a juste un détail, parce que moi je suis un vertige 2000 horrible. En fait, il y a une petite porte au plafond et du coup, elle ouvre la porte et il y a un moment en fait où la porte lui tombe dessus, mais tout doucement, et elle l'a fait juste un peu pencher en mode comme si c'était un truc sale et on le voit le truc tomber dans les ténèbres. J'ai trouvé ce plan ressenti 4 heures cette terrifiant, scène, sa mère. Moi, je me serais fait bouffer par Pirate Clark. Je retournais dans le couloir de Pirate Clark. Grave. Ah, mais direct. Surtout qu'en fait, c'est pas une porte au sens où on l'entend. Enfin, c'est une espèce de trappe. C'est limite une fenêtre. C'est une trappe-porte. Et du coup, ça fait. C'est une référence en fait à la phrase qui est répétée par rapport à la psy, quoi, le truc avec la fenêtre, quoi. Je ne percutais vraiment qu'à l'instant. Hein, donc encore une fois, ouais, c'est un truc qui fait sens. Et ma dernière petite déception, mais qui est vraiment à nuancer là encore une fois, c'est on l'a déjà dit, hein, c'est la faible présence de Marc Duplass, alors que vraiment c'est un acteur de dingue. Quelle déception. Petite déception, mais j'espère qu'il sera un petit peu plus présent pour le 2, si toutefois il y a un 2, ce que j'espère. Donc globalement, très bonne expérience. J'ai eu à peu près ce que je venais y chercher. J'ai eu un petit peu plus que ce que je venais y chercher. Mais j'espère que pour le deuxième, il sera peut-être un peu moins limité par A24, même si, encore une fois, je comprends pourquoi certains choix ont été faits plutôt que d'autres.
Je suis d'accord là-dessus. Je peux intervenir 2 secondes. Je suis l'invité, je me permets, hein, je rebondis sur les gens. On est là pour ça. Hein. Non, juste en t'écoutant, et je suis grave d'accord sur ce que vous dites sur le found footage, mais je rebondis encore dessus pour dire ce que je parlais sur l'analogue horror. En le revoyant tout à l'heure, en fait, j'ai percuté grâce au motif du canapé de la psy chez elle, quoi. Il y a un truc dans les motifs, en fait, il fait une reconstitution des 90s quand même, ce qui est une chose assez intéressante, et on n'a pas des rollers fluo et des chewing-gums et les boucles d'oreilles en cercle et tout. Il y a un truc où il a été quand même dans un truc qui a plus une tronche d'années 70 en fait. Et je trouve qu'il y a un rapport de quelqu'un qui était pas né à cette époque-là, qui remonte juste avant qu'il soit né dans quelque part l'analogue horror, c'est-à-dire les cassettes vidéo, la DV, les choses qui pour lui a un peu l'attrait de ce que nous Forgotten Silver pour Peter Jackson qui retrouve des bobines Super 8, vous voyez ce que je veux dire? Ça se transmet avec les années. Et donc je pense que lui c'est un enfant du web qui en même temps a une fascination pour l'analogue, pour en fait l'ancienne techno juste avant lui quelque part, et qui a été utilisé comme pour eux une sorte de symbole du passé, du souvenir, du truc qu'on testait gamin avec le caméscope de papa. Enfin il y a un truc qui je pense dans cette génération-là s'inscrit formellement, même structurellement là-dedans. Et en fait, si ça avait été un found footage, on n'aurait pas eu les pubs du gars là qui fait la vieille pub à la télé. Il y aurait pas les panneaux de publicitaires un peu glauques. Il y a quand même tout un truc d'un 90s un peu fantasmé et en même temps assez déprimant. Même les plans extérieurs sont toujours assez vides. Il y a un truc quand même assez liminal même dans le monde en lui-même. Et donc je me dis qu'en fait avec un found footage, il aurait pas pu raconter quand même quelque chose d'aussi complexe, d'aussi multi-angle, un truc avec ce retournement de personnage, enfin toutes les qualités qu'on loue du film quand même auraient pas forcément été possibles avec un found footage. Donc je vous rejoins, je suis team found footage 2000, mais en même temps, est-ce que le fait que ce soit pas que en found footage donne une qualité et un espèce de glow-up aux fameuses scènes en found footage qui arrive un peu comme un bonbon et pour lequel, enfin bonbon avec un goût bizarre, mais vous voyez ce que je veux dire, qui arrive un peu comme une espèce de truc que t'attends de voir et c'est pour le coup assez terrifiant. Mais ça aurait été ça tout le film, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une fatigue aussi? Et en même temps, moi je trouve que, alors je suis assez peut-être bon public, mais il y a une couleur donc un peu 70s, il y a un truc dans l'esthétique, dans les plans, dans cet ennui un peu latent, dans le fait que même, dans le personnage de la psy que je trouve assez fascinant, elle regarde sa pub à la télé alors que logiquement tu devrais être un peu excité de voir ta pub à la télé, et on dirait qu'elle est complètement étrangère au truc, ou elle trouve ça complètement vide, comme tu le disais très justement tout à l'heure, Mylène, je crois, elle est elle-même dans l'inverse de ce qu'elle prône, donc tu vois, il y a un truc, et puis à la fin... vous savez, elle fait jouer à Clark une scène de psy. Elle lui dit si, mettez-vous, la scène dure pas, refaites-la moi. Et à la fin, dans cette optique de miroir dont tu parlais, c'est lui qui lui fait rejouer la scène, mais cette fois-ci en mode cette fois-ci en mode passif, enfin agressif. Il lui met même la perruque de sa femme. Et je suis d'accord avec vous que c'est sa femme qu'on voit dans le fond. Clairement, il y a plein d'indices qui le pointent quand vous le reverrez la deuxième fois. Surtout qu'il présente tout le monde sauf elle. Enfin, il les qualifie tous. Et quand il arrive à elle, il est en mode. Exactement. Ouais, ok. Et il passe. Et on voit bien qu'elle est rousse parce que c'est un élément hyper important dans les photos. Exactement. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que il aurait pas été possible d'avoir ce côté un peu rétro, mais fait pas du tout en mode tarte à la crème. C'est que ça, moi, que j'ai beaucoup aimé dans le film. Surtout quelqu'un d'assez jeune. On le pointe beaucoup, mais c'est quand même pas banal. Il y a un truc de qu'est-ce que t'as connu, qu'est-ce que t'as pas connu. Si moi je vous mets un papier peint orange et marron, c'est la Normandie années 80, bébé, j'en ai souffert, bœuf bourguignon, tout ça, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors que lui, oui, je vois. Mais moi je fantasme à fond sur les années 70, sur retrouver une vieille bobine d'un film ancien. Moi aussi, je me sens complètement à ses côtés dans cette fascination, même si je trouve ça intéressant de savoir de quel point de vue c'est créé de quelqu'un qui a pas connu ça, quoi, mais qui est dans une génération qui fantasme complètement ça. Et du coup, je pense que c'est assez logique qu'on n'ait pas un fan footage qui n'est pas non plus totalement sa génération. Et moi, pour finir, et après j'arrête, je le mets quand même vachement en miroir avec Blair Witch, dans le sens où il y a un peu aussi ce truc de ça va envoyer un message. C'est un film qui sort de nulle part, comme Blair Witch, qui a été fait avec une cam et 3 acteurs avec un concept de film un peu fou, avec ce truc très indé qui explose parce qu'il y a une nouvelle forme quelque part qui apparaît. Et là, je pense qu'avec son blender et qui se transforme en film, et je finirai là-dessus, parce que c'était ça que tu disais tout à l'heure, dans le tout premier teaser qui est sorti du film, avant même les trailers, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un peu aussi cette idée de cam qui descend à travers des étages. Et en fait, les premiers plans sont en blender, et le dernier plan, c'est le set filmé. Donc il y avait aussi cette idée pour lui, je pense, on va changer de médium, et je vais quand même réussir à vous emmener. Et je trouve que c'est assez valeureux, plutôt que peut-être d'avoir fait un truc full blender avec quelques plans d'acteurs en contre-champ pour faire genre ils sont vraiment dans le lieu. Ça aurait été tellement plus cheap, en fait, je pense, d'incruster des vrais gens là-dedans. Et moi, je trouve que en fait, il y avait pas tellement d'autres solutions, et je comprends complètement comment ils en sont arrivés là, même si je partage. Et j'espère que dans le 2, il y aura un truc plus. Peut-être maintenant qu'on connaît, on a les bases, qu'on voit un peu toutes les portes qui ont été ouvertes, on pourra aller dans
dans des choses un peu plus séminales, plus mythologiques, plus angoissantes même encore, parce que là, c'est un film à la fois triste, mélancolique, en même temps effrayant, en même temps énigmatique. Il y a tout plein d'émotions quand même. C'est dur à mettre le doigt sur quel style exact c'est. Je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, avec je suis ça. plutôt. En fait, moi, ce que Si, je critiquais si. tout à l'heure, c'était plus le côté on revient à du found footage au milieu du film. C'est vraiment plus ça que moi qui m'a un peu dérangé, même si je pense que c'est la deuxième meilleure séquence du film, ou peut-être la première, avec la corde, quand le mec il se fait tirer et tout. Je trouve ça vraiment fantastique. Il y a même un plan que j'ai trouvé, j'ai trouvé génial, c'est quand Clark il pose la caméra et il va voir du coup la meuf qui travaille pour lui, mais il la voit pas. Oui, Et la, derrière caméra, le mur. et la caméra est soulevée par une entité qu'on ne connaît pas, et très très haut. Et ce plan-là, je l'ai trouvé fantastique. Moi, j'ai jamais vu ça. Après, j'ai vu beaucoup moins de fan footage que toute la team On vous ment, je pense. Mais moi, par exemple, j'avais jamais vu ce genre de plan-là dans un fan footage. Donc, c'est qu'il avait des choses aussi encore à dire avec le médium fan footage, quoi. Et je reste un peu en demi-teinte avec l'idée de revenir quand même sur le fan footage au milieu du film. Je trouve qu'il y a un peu un aveu d'échec de rajouter des backrooms dans le film Backroom, tu vois, avec l'esthétique Quoi analogue, je trouve. Je sais pas, elle est née avec cette esthétique-là. Oula, j'arrive plus à parler. Les backrooms sont nés avec cette esthétique. Et au final. justement, en fait, comme le film il commençait à créer autre chose avec une autre texture d'image, au milieu du film il revient à la texture qu'on connaît, et je trouve que ça faisait un peu en mode oui, bah vous avez pas oublié, c'était ça à la base, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est rajouter un truc qui était pas forcément nécessaire, une esthétique qu'on avait vue au début et qui était déjà où tout le monde s'était mis d'accord, si tu veux, et il vient rabâcher ce truc-là au milieu du film, quoi. Je trouve qu'il y a un peu. Pour autant, tu m'enlèves cette scène, tu perds au moins 2 étoiles sur la note. Je suis d'accord. Oui. C'est ce que j'ai dit, hein. Mais je suis d'accord avec toi. J'adore cette scène aussi. Mylène, t'allais dire un truc, ouais. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi, Quentin, parce que, en fait, même si de base, j'avais envie que ça soit que de la POV et du found footage, en fait, je me rends compte que par rapport au récit et par rapport à ce qu'il veut dire, c'est hyper intéressant les plans où il montre en fait totalement la solitude des personnages et surtout qu'il définit chaque personnage par l'endroit où il évolue et où il vit. Ça, c'est hyper important. Et du coup, je pense que par rapport à son récit, c'était plus pertinent de pas avoir du found footage. C'est vrai que le trailer park où ils habitent, les employés, là, il est hyper liminal, il est super chouette ce décor. D'ailleurs, des employés qui, je sais pas qui a fait la VF, parce que moi je l'ai vu en VF dans le cinéma près de chez moi, qui ne parlent pas du tout comme des jeunes des années 90. Mais vraiment pas. Ah ouais Ah ouais, ils disent dinguerie et tout. C'est quoi cette possible, dinguerie c'est possible, ouais. J'avais pas fait gaffe à ça. La dinguerie des années 90. Ah, le seul truc, alors c'est un peu hors sujet, désolé, mais que j'ai trouvé assez fort, c'est que il met un panneau où il dit que son film se passe en 1990, et il y a justement ce garçon dans le couple des deux jeunes qui a un t-shirt avec marqué End Apartheid, avec des chaînes End brisées, quoi. apartheid, Oui. Et Oui. à l'époque oui. du film, on imagine qu'il parle de l'Afrique du Sud, etc. Mais du Oui. coup, voir deux films dans ce contexte, alors que, et du coup, c'est un truc sur lequel Ouais. on peut pas l'attaquer parce qu'il dit, bah non, reconstitution, quoi. Et je trouve que c'est pas du tout innocent pour autant, tu vois, de mettre ça pleine bourre dans un film à 300 millions, et tout en jouant un peu avec le fait de, bah non, vous pourrez pas m'attraper parce que je vois bien dans quel truc médiatique ça pourrait être pris et tout. Et ça, j'ai trouvé ça assez malin, quoi, pour le coup. Et même, il est dans le tas de fringues, il trouve son t-shirt à un moment alors qu'il Oui, a un tu le t-shirt vois, blanc c'est- lui-même. C'est Et ça, tu ouais, le il vois leur en dehors. montre, C'est vraiment un objet, pas un objet de Tchekhov, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de tu l'as vu, quoi. Ça devient un truc du film, quoi. Et toi, Romain? Et toi, Romain? Allez, dur de passer derrière tous vos tunnels parce Ouais, que désolé. vous avez quasiment tout J'avoue. dit. Non, c'est parfait, c'est mon rôle, malheureusement, je porte ce fardeau. La voiture balai, messieurs, dames. 3 ans et demi. La poubelle de table. Mais non, t'es le meilleur. Tu vas finir par le banger. Le icing on the T'inquiète cake. pas, je suis flatté. J'étais chaud pour Backroom de base, mais j'avais peur parce que les studios qui adaptent des phénomènes du web, historiquement, ça passe pas forcément bien à chaque fois. Le meilleur exemple, c'est le film Slenderman de 2018. Souvenez-vous de ce film? Bah non, personne s'en souvient. Voilà, c'est de la merde. Et justement, Dans le noir aussi, de David De quoi Sandberg, Dans le noir. Tu sais, qui était un Ah, la court-métrage. déception, c'était oui. tellement une déception. Et quand il Oui. a fait en film, pareil, c'était la même période, c'était aussi terrible, quoi. mais je mets pas ce film-là dans le même
dans le même tas parce que c'est un court-métrage adapté en long-métrage. Là, on parle d'un vrai phénomène du web avec des jeux vidéo, avec des TikTok, avec une évolution, une participation active des gens autour et tout. Le court-métrage de Dans le Noir, c'est un court-métrage qui a buzzé, tout simplement. Tu vois, ils l'ont adapté. C'est vieux comme le monde et tout. Le film Slender, c'est un désastre catastrophique qui est sorti beaucoup trop tard. Et justement, le film Backroom, il arrive extrêmement tard dans la timeline des Backrooms. C'est-à-dire que pour moi, les Backrooms sont déjà quasiment ringardes dans l'âme. On a eu l'explosion du post original, on a eu la période brainrot TikTok qui a foiré totalement les Backrooms, où ça devenait n'importe quoi, où tu voyais les mecs en tenue de contamination jaune aller avec des bouées dans des toboggans aquatiques. Ça n'avait aucun sens. Il y a eu la période shitpost, il y a eu les jeux vidéo. Je les ai cités tout à l'heure, il y a eu Amityville Backroom, Bigfoot Backroom, surtout l'épisode terrible American Horror Stories sur les Backrooms, souvenez-vous, une vraie merde. Compliqué. Enfin, les Backrooms, elles ont été essorées déjà il y a des années, quoi. Et je me dis, revenir là-dessus, alors que c'est déjà mort. Skibidi Backroom. Skibidi Backroom, mec, il y en a eu, c'est sûr. Non, arrêtez, non, c'est possible. Va sur TikTok. Attends, tu sais quoi, mec? Tu sais quoi? Je vais sur TikTok et je tape Skibidi Backroom. Ah non, arrête. Et je te jure que je la sors. Si ça existe pas, franchement, fais-le. Peut-être un buzz à faire là. Je préfère rester dans le génie. J'adore. Skibidi. Non, mais c'est obligé en 2026 que ces deux termes aient déjà été sortis, c'est pas possible. Sinon, effectivement, tu quittes le podcast tout de suite et tu fonces fabriquer quelque chose autour de ça. Bah, je l'ai devant moi. Ah, voilà. Vous l'avez devant moi. Oh putain, il est là. c'est évident, bien sûr. Ils arrivent et t'as un mec qui se poursuit par des tonnes de skibidi dans les backrooms sur Garry's Mod. Voilà. C'est dire le niveau de mort T'imagines cette des phrase, backrooms. il y a un mec qui se fait poursuivre par des skibidi dans les backrooms sur Garry's Mod. Tu l'as dit à un mec d'il y a 20 ans. Ouais. Il sait pas de quoi tu parles. Bref, on en est là. Et ce qui fait la force d'une creepypasta ou des concepts comme les backrooms, c'est l'ambiguïté, c'est la subtilité et l'originalité de la mise en scène, et de la manière de raconter une histoire. Et surtout, il y a la participation active du lecteur ou des spectateurs. Et le format film classique, souvent, met ça de côté. Il y a des exceptions, bien sûr, des films qui arrivent à bien le faire. Je pense au Found Footage Incantation, qui joue très très bien sur le jeu avec le spectateur, parce qu'il y a une sorte de malédiction qui se passe aussi de l'écran sur nous et qui te rend actif en fait dans ce qui se passe. Mais souvent, dès qu'on met un budget, on perd un peu l'intérêt, et surtout là on a aussi un studio qui s'accapare le concept des backrooms, parce que là, A24, le studio, c'est ce qu'ils font, ils vendent actuellement littéralement le papier peint des backrooms sur leur site, tu vois, on le rappelle. Et l'homme qui a créé les backrooms, qui a fait le post original, il a beau être identifié, il a touché que dalle, actuellement, tu vois. Donc il y a aussi ce move que je trouvais un peu pas fou, et je restais un peu dubitatif, je voyais beaucoup de signaux un peu inquiétants, tu vois, malgré Ken Parsons, malgré le fait qu'ils veulent le chouchouter, quoi. Ils veulent vraiment montrer, non, c'est la web-série de Ken Parsons, on n'y touche pas, etc. Mais j'avais peur. Je trouve quand même que le film s'en sort avec les honneurs. Le film fonctionne extrêmement bien pendant 1 heure et demie. Les 2 premiers actes sont géniaux, et le film hésite absolument pas à être bizarre, être chelou. Dans la manière dont les personnages parlent, dans ces décors liminaux, même quand t'es pas dans les backrooms. Amélie, t'as parlé du petit... Du trailer park, ouais. Ouais, voilà, là où ils vivent à côté, etc. C'est un liminal space aussi, sans raison. T'as des plans chelous, t'as un SDF filmé en contre-plongée extrême, en grand angle. Pourquoi ? On sait pas, mais pourquoi pas. Tu vois, il y a plein de plans hyper intéressants. Et ça a super bien marché sur moi pendant 1 heure et demie. Une heure, pardon. Et le 3e acte. Et soudain, on te surexplique. Et soudain, Texas Chainsaw. Et soudain, on fait des références à des trucs passés alors qu'on crée un truc de nouveau, tu vois. Et je me suis dit, ah putain. Et là, toute la subtilité de la plume du scénario, elle est plus là. Tu vois. Et on t'explique 2 fois ce que sont les backrooms en 20 minutes. Oui, c'est vrai. Et c'est trop dommage. Parce qu'en te disant à la fin, le mec, le scientifique te dit on sait pas ce que c'est, j'ai besoin de savoir un peu plus, donc tu vois, je serais un peu plus. Mais je vois ce que tu veux dire. On te prend par la main. J'entends totalement. Ouais. C'est là, mais j'aurais aimé qu'on reste quand même un peu plus subtil. Et justement, je trouvais ça super intéressant que le film s'éloigne totalement de la web-série, malgré des références évidentes à ce qui se passe à côté, etc., dont le fameux mec de Neandertal, tu sais, qui est découpé, etc., tu captes un petit peu. Mais on te réinsère une liaison à la fin, mais on te l'insère au chausse-pied, quoi. Elle est là, il n'y a pas de transition, et ça finit alors que du coup, on aurait pu l'enlever cette séquence de fin, je trouve. C'est super dommage. Parce que non seulement on te relance une sous-intrigue, on te fait comprendre qu'il y a un monde plus grand,
mais du coup, on va pas super loin. On coupe juste au moment où ça devient un peu intéressant. Et le péché capital, Mark Duplass ne fait rien. C'est comme mettre Bruce Campbell dans Evil Dead et rien lui faire faire. Et Tu en vois. plus, surtout, il regarde la pub à la télé avec ses enfants dans une pause de l'histoire sans fin. Il fait Oui. oh putain, il se lève. Tu te dis ouais, il va faire un truc et après tu l'oublies. Moi, j'avais oublié cette scène, tu vois, jusqu'à ce que tu le revois à la fin, genre. Mais en fait, il a fait quoi? Il y est pas allé, du coup, il a fait rien. Moi, j'ai l'impression que c'est volontaire. C'est lui qui vient sauver la meuf quand même. Ouais, au tu vois, deuxième visionnage, tu comprends un peu mieux, mais effectivement, il est pas mis en avant beaucoup, il est plus en sous-main, c'est un espèce de personnage qui va permettre que des choses se passent, mais c'est vrai qu'il est un peu sous-employé, mais après, moi, j'étais content de le voir quand même, mais oui. il y a des grosses scènes coupées. On est content de le voir toujours, ça fait plaisir, tu vois. C'est comme voir un vieux frère. On dit, ah, t'es là, toi, tu vois. Mais on te vend comme une promesse quand on met cet acteur-là. Tu vois, c'est un acteur qui a une physicalité, qui occupe l'espace, etc. On va pas parler de Creep, hein, allez voir Creep, c'est génial. Et là, c'est intéressant de le prendre à contre-pied, si tu veux, en faire un peu Homer Simpson, quoi. L'employé désabusé, qui a quand même un peu peur de ses supérieurs, on sent qu'il y a un truc un peu pas ouf, mais qui est un peu fatigué, tu vois. C'est marrant. Alors, ouais, moi j'ai fait un peu la lecture de c'est pas moi qui décide, et à la fin de la voir dans cet état-là, pour moi je l'ai vu vraiment en mode truc terrifiant de mec qui sait qu'elle va crever, tu vois, et qui lui dit pas, qui est mielleux. Enfin, tu vois, il y a un truc hyper cynique en fait à la relecture, je trouve. Alors qu'il a l'air tout gentil avec sa petite famille et tout, tu bosses pour un truc où tu sais qu'il va arriver des choses horribles aux gens. Enfin, du coup, mais je vois ce que tu veux dire quand même. Il est pas beaucoup de temps d'antenne. Je suis d'accord là-dessus, et je suis d'accord que de toute façon, la meuf, elle est morte. Hein. Ah oui, Quoi oui. qu'il arrive, tu vois, c'est un peu le sous-entendu. Ça va pas bien, quoi. J'attends de voir. Ouais, clairement, c'est pas foufou. Mais ça, c'est du détail. Il y a quand même une interprétation que je trouve vachement intéressante du film. C'est comme ça que j'ai interprété, et j'ai pas vu beaucoup de gens en parler, donc je pense que je suis dans une interprétation totalement aléatoire du film. Potentiel dérapage, mais... Ou révolutionnaire. Oui. Ou peut-être. Backroom fonctionne super bien en tant que métaphore de l'IA générative. Notamment dans ce plan que tu as cité tout à l'heure, encore Quentin, de la caméra qui descend et qui passe d'une maison à une maison moins normale, et puis petit à petit ça se backroomise. Ah, le slope qui apprend sur du slope et tout. Le slope qui, voilà, et qui devient jaune pisse. Parce que l'IA, n'oubliez pas, ne génère que du jaune pisse, puisque tout le monde a mis que du Ghibli dessus. Miyazaki, Et du coup, voilà. voilà. Et du coup, tu as ces visuels d'humains dégueulasses, totalement, qui ressemblent plus à rien. Et ça m'a rappelé des TikTok que je voyais d'un mec qui donne à l'IA la même image 100 fois. Ah. Et tu vois l'image se déformer petit à petit et se slow. Elle s'approche d'Alzheimer avec cette espèce de truc. Enfin, il y a un peu ce truc de dégradation. C'est ce que disait Amélie tout à l'heure, quand tu photocopies une photocopie à l'infini, quoi, c'est aussi la même chose. Quoi. C'est ça rejoint le truc en fait. On pointe tous du doigt le même concept. Et je trouvais ça intéressant de sortir ce film du coup, au moment où t'as Martin Scorsese qui disait j'adore l'IA finalement. Voilà, désolé Martin. Et au moment où A24, voilà, Ouais. A24 fait une tech comme quoi ils vont investir dans l'IA avec Google. Ouais. C'est ça. Alors que Ken Parsons dit en interview, l'IA générative dans le cinéma, c'est de la merde. Faut pas, tu vois. Le mec, il a 20 ans. Enfin, et il dit mieux que ça, il dit ça enlève le propos de l'art. Pour moi, ça enlève tout le propos, quoi. Tu vois, genre, il le disait parfaitement bien. Et ta lecture est intéressante. J'oserais dire que je sais pas si elle est consciente ou en tout cas structurelle, tu vois. Mais je serais pas du tout étonné que pendant le film, ils disent purée. Et tu vois, le fait qu'elle ait des doigts comme ça, elle ait six doigts, qui est ce truc sérieux et tout, même de la... Effectivement, je trouve que c'est quand même, en tout cas, quelque chose qui résonne vachement effectivement ça. Mais le jaune slope, il était là avant un peu les IA, donc, enfin, le jaune, tu vois, la tapisserie. Mais en vrai, j'aime cette théorie, alors elle est vraie. C'est pour ça que c'est pas une tech que je trouve, en effet, comme tu dis, consciente dans le film. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, les souvenirs dégradés, les photocopies. C'est des concepts qui sont pas si éloignés. Mais moi, je l'ai interprété comme ça parce qu'on est dans une période où justement l'IA occupe le débat et tout le monde doit prendre position dessus. Et même de plus en plus. cette sorte d'unification. En fait, ça va assez bien avec le liminal space aussi, qui est une sorte d'espace qui n'a pas de personnalité, qui peut servir à tout. Et que générique, la génération qui est générique, qui est générée en série par des grandes sociétés pour qu'on mette des trucs dedans, quoi, qu'on les utilise. Et au fond, l'IA, c'est un petit peu ça. C'est un truc qui est sans personnalité propre, qui copie des trucs, qui réutilise des trucs. C'est du tout prêt, quoi. Donc un peu comme
un magasin de meubles. Sachant qu'il y a quand même une grosse vacuité capitaliste en sous-titre aussi, tu vois, du type qui a raté sa vie, qui voulait être architecte, mais dans son bureau, tu vois plein de plans, mais tu vois que lui, il a foiré, il vend des meubles, ce qui est vraiment quelque part l'autre bout inverse de vouloir faire des maisons. Bah non, tu vas vendre la fourniture qu'on met dedans, tu vois, il y a un truc un peu comme puis ça. pas n'importe quel Oui. magasin, tu vois, un magasin de centre commercial. Enfin, Et de des zone meubles de commerciale. mauvaise qualité. Ouais. Parce que Et où personne ne c'est vient. c'est pas un joli magasin de meubles, c'est un truc hyper C'est vide, ça. c'est pas intéressant. Il y a des grosses banderoles pour dire qu'on fait pas crédit. Enfin, c'est un truc Et tu vois, il y a cheapos, deux pubs parce que les gens sont obligés de se vendre. Elle, pour son truc de psy, la pub, elle a l'air d'être à moitié terrifiée devant. Et lui, il fait sa pub avec sa jambe de bois hyper cheap, où on sent qu'il est pas bien. Enfin, il y a vraiment un truc aussi Il y de en a une l'ordre. troisième, il s'inspire d'un autre gars. Oui, c'est un vrai gars, Alors, c'est pas Quentin mal. qui Ah m'a oui, dit ça. Michael ouais. Ranch. Ouais. C'est le Michael Ranch. Ouais. Ouais, bah, en tout cas, je trouve qu'il y a un truc quand même du enfin, du late capitalism mourant un peu là-dedans, Ouais. et qui là pour le coup est sans doute aussi générationnel, avec cette idée de qu'est-ce qui va rester de nous, des espèces de logements commerciaux sans âme une fois qu'on aura enlevé les meubles et les présences humaines. Enfin, c'est comme je dis toujours, c'est pas les C'est pyramides de exactement Gizeh, ça. quoi, tu vois. Donc Et il y a puis aussi c'est- ce truc un peu nihiliste, post-apocalyptique, mou, rien n'aura de sens et de valeur. Pardon, excuse-moi, je te laisse. Non, c'est ma faute. Et puis c'est pas anodin le fait que lui, il arrête pas de récupérer en boucle les mêmes tabourets comme si c'était une métaphore de l'industrialisation. En plus, lui, vraiment, c'est le reflet de ça. Il a des meubles pourris. On voit quand il arrive dans son magasin, les gens lui font des tags et tout parce qu'en fait, t'imagines qu'il vend pas cher ou très cher ses meubles et qu'en fait, c'est vraiment des meubles qui se cassent. D'ailleurs, dans sa pub, les meubles se pètent quand il se met dessus. T'as raison, c'est très vrai. C'est vrai. Et donc, t'imagines que c'est des trucs faits en chaîne, mais en fait, qui valent rien, quoi. Enfin voilà, j'ai quand même aimé la proposition. Je trouve que c'est un putain de premier film aussi. Faut le rappeler. Ah ouais, quand tu vois. même. 20 ans, enfin 21 maintenant, il a enfin vieilli, il fallait. Et vraiment, quand même, bravo, parce que le trip visuel est fou, quoi. Visuellement, tout le long du film. On a évoqué ce fameux plan à la fin, mais même d'avoir recréé les backrooms en vrai sans que ça fasse cheap, Ouais. fallait le faire, en fait. Mm. Il manque même, selon moi, un long plan séquence où on se balade sans cut dedans. Mm. Et C'est ce que j'aurais aimé voir. Ouais. quelqu'un l'a fait sur YouTube. Je sais pas si c'est une vraie vidéo, si c'est de la 3D, j'arrive pas à capter vraiment. Mais quelqu'un fait une exploration des backrooms du film en phone footage, et c'est excellent. Charmé. Parce que du coup, tu vois qu'ils ont vraiment C'est construit pas un des images décor du de fou. making of parce qu'ils ont filmé le making of en caméra DV justement. Trop bien. Non, j'ai plus l'impression que c'est un créateur Il- qui s'est téléchargé le film comme un gros rat et qui a refait les backrooms Ça se dedans trouve c'est dans l'IA, mec. Blender, quoi. Imagine. Parce qu'il y a des gens qui sont venus visiter les décors aussi et tout. Après, il y avait, je crois, 30 km carrés quand même de backrooms. Enfin, ils c'est ont ça. été loin. Donc, Ah ouais. Et on les ressent pas tant que ça au final, Ouais. les 30 mètres carrés. C'est vrai. Oui, c'est ça. C'est ça qui est un peu con. Faites-moi un gros plan séquence de fou, sans cut, où ça papote, où ça se balade, où ça explore, et montrez-moi Ah là, l'immensité Severance, du décor, quoi. Mm. Ouais, Ouais, c'est oui, vrai, c'est oui, c'est ça, exactement. Perdez-nous dedans, quoi. Et en plus, je trouve que Simplement. c'est typiquement le. Vas-y, si tu veux. Non, vas-y, excuse-moi, j'en parlerai excuse-moi. après. Vas-y, Non, vas-y. mais je vas-y. veux dire, en plus, c'est typiquement ce qu'on disait, le truc de premier film où tu dis, ok, j'ai 10 millions, je vais faire un plan séquence de fou, tu vois. Mm. C'est typiquement le truc qu'il aurait pu faire, quoi. Et c'est un peu dommage qu'il y soit pas finalement, je trouve, ce plan séquence. Alors qu'il aurait pu être là, quoi. Ouais. C'est dommage. Mais c'est pour chipoter. Voilà, Backroom, c'est sympatoche. C'est... Vas-y. Non, juste avais parlé de quand on adaptait les creepypasta et tout ça, j'aurais quand même un petit shout-out, comme on dit, pour Channel Zero quand même, qui est une série qui a Incroyable. adapté 4 Oui. creepypasta différentes, et même s'il y a des petits problèmes de rythme, si tout n'est pas parfait, il y a quand même un bestiaire incroyable, des adaptations pas ridicules, il y a plein de plans quand même assez ouf. Donc si vous avez aimé ça et que vous aimez l'univers des creepypasta, je vous inviterai quand même à aller voir les 4 saisons. Et aussi, apparemment cet après-midi, Ken Parsons parce qu'il était visiter Valve, et un de ses rêves est de adapter Ah, putain, Portal, et ouais. il vient de poster le va le faire. gâteau avec des bougies dessus, le gâteau de The Cake is a Lie et tout. Donc poster ça, à mon avis, ils lui ont dit bon, allez, tu veux faire Portal, c'est parti. Donc avant qu'on voit la suite de Backrooms, on verra d'abord Portal. Je pense même qu'il va Ça, c'est fou. il va même continuer sa mythologie sur la chaîne YouTube. Il risque de faire un truc un peu cross-média aussi. Je pense qu'il y aura de ça. Ouais. Et dernière chose, je pense qu'effectivement, comme tu le disais, on va avoir
de plus en plus, là, dans les prods, ils disent, bon, bah alors c'est qui les petits génies du web, là, qu'on fait des histoires sur Reddit, machin et tout, donc je pense que ça, on va en manger. Et en même temps, je voulais aussi avoir un truc qui me trotte dans la tête, mais j'ai jamais pu en parler. Vous voyez Cabin in the Woods Oui. Et ben pour moi, la fin, c'est déjà la fondation SCP, en fait. Oui, de fou. Il y a un peu un truc comme ça qui est assez cool avec les scientifiques, les espèces de cases avec tous les monstres de l'imaginaire et tout. Et en vrai, c'était un truc que j'avais vachement aimé. Bon, un peu pour le côté méta et tout, mais en vrai, il y avait quand même un truc un peu de l'usine de l'imaginaire et tout. Et je pense que c'est la SCP, moi, arrive quand même en tête des choses qui vont essayer d'être adaptées au ciné. C'est direct accessible. Il y a du X-Files, il y a qu'à se baisser. T'as un lore infini. Tu peux faire un premier film sur, tu vois, 3-4 monstres. Enfin, en soi, à voir à qui il le donne, si c'est bien fait, tout ça peut être vraiment très très nul. Mais la fondation, je vois pas comment ils pourraient pas dire attendez, il y a un autre truc derrière encore plus massif. Parce que les Backrooms est quand même, pour moi, a été extrait de la côte de la fondation SCP. Hein. Ils ont vraiment repris le même format de narration et en mixant ça avec les Liminal Space, mais il n'y aurait pas, selon moi, de Backrooms, en tout cas dans la version web, Levels et tout, sans la fondation. D'autant plus que le film est un carton. Et c'est un carton qui arrive juste après celui de Obsession. Et l'un comme l'autre, en fait, les deux films ont mis une raclée à Star Wars, quoi. Je sais qu'on l'a probablement déjà dit dans l'épisode sur Obsession, mais si les grands studios américains, en fait, sont pas trop cons, je pense qu'ils vont vite comprendre que s'ils veulent, en fait, renouveler un petit peu leur cinéma, c'est dans cette direction, en fait, qu'il va falloir regarder, quoi. Et comme tu dis, Quentin, après les Backrooms, oui, il y a la fondation SCP, adapter Portal, c'est une très bonne idée. Enfin, là, on est, je pense, en tout cas, au début de quelque chose qui enfin va prendre le relais après pas mal d'années à se taper des trucs au mieux sympathiques et au pire complètement rincés, quoi. Le problème des SCP, c'est que ça ne pourra pas être adapté à cause d'un problème de copyright qui fait que si tu adaptes la fondation SCP, tu dois parler à tous les auteurs de SCP, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. C'est pour ça que personne s'y aventure beaucoup, parce qu'en fait, si tu veux utiliser les monstres des SCP et tout, il faut parler à chaque auteur, qui eux sont identifiés, et qui ont mis du copyright sur leur création. Il y a une sorte de loi bizarre aux USA qui empêche qu'on puisse se servir là-dedans. Pas comme les Backrooms, du coup, où pour le coup, c'est sur 4chan. Là, tu peux y aller, tu peux te faire plaisir. Tout ça. On va voir Siren Head aussi je crois qu'il voudra pas, lui. Il voudra pas parce qu'ils ont réussi à le dégoûter de sa créature, mais en vrai, il y a des trucs à trouver là-dedans. Ils vont fouiller. Moi, je leur fais confiance. Mais par contre, c'est marrant. Là-dessus, oui, c'est marrant, Quentin, que tu parles de Channel Zero, parce que moi qui avais aucune ref à Backroom et à l'univers, j'ai trouvé que le monstre faisait penser à la saison 1 de Channel Zero et qu'il y avait vachement un truc sur les émissions pour enfants ou les channels bizarres comme ça avec des monstres. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça dans Analog Horror, Creepypasta. Exactement, je suis complètement d'accord. Je finirai sur un truc et puis après on va arrêter le podcast. On va faire un petit point à promo, etc. T'as parlé de Portal et de Valve. C'est un giga fan de Valve, Ken Parsons. Moi, il m'a conquis sur un détail dans Backroom. Le bruit de la porte du magasin qui s'ouvre, c'est un sound effect de Half-Life 2. Oui, exact, putain, merci. J'ai pointé du doigt le truc comme DiCaprio dans Once Upon a Time. Ouais, pareil. Hop là, tu vois. Ça, c'est un détail que seul un authentique puant peut reconnaître ou peut un mettre geek bien juteux. Voilà. Ah ouais, le mec qui capte, il a la vision Half-Life 2, il l'a, c'est bon. Il peut faire son film Portal. C'est bon, tu vois. Quentin, avant qu'on se quitte, est-ce que t'as un peu d'actualité ? Déjà, t'as littéralement un bouquin sur les espaces liminaux, pour ceux qui sont intéressés. Carrément, il faut que j'en parle, mais alors, il est en rupture, mais il sera bientôt réédité, donc ne l'achetez pas d'occasion, mais ça traverse un peu l'esthétique liminale dans ses grandes largeurs. Je parle bien sûr aussi des Backrooms, mais pas que, je vais jusque dans la peinture, etc., dans d'autres films, etc. Et donc, merci d'en parler, c'est trop cool. Et sinon, je suis youtubeur à côté, tout ça, voilà, je fais des trucs, je fais de la musique, je fais plein de trucs. Est-ce que t'as peut-être un truc qui arrive ? Un projet ? Quelque chose à évoquer ? J'ai un super projet, mais il est un peu secret, donc j'en parle pas, mais d'ici 2-3 mois, il y a peut-être Banger Incoming, un truc un peu inattendu, et d'ailleurs, beaucoup plus en lien avec tout ce qu'on a discuté ce soir que vous ne pourriez le penser. Donc je suis très excité, mais en tout cas, c'est une thématique qui m'anime beaucoup en ce moment. Ok. Et donc projet secret. Ouais. Trop tôt. Tu reviendras. Et je fais que ça en ce moment et ça va être trop cool, donc c'est projet secret, mais projet qui va se faire. Voilà. Écoute, allons-y. Écoutez, on va se quitter là-dessus. On devrait... Ah non, attends, il y a un festival la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Festival. Va-t-elle pouvoir en parler ? Va-t-elle pouvoir en parler ? La malédiction est-elle Est-ce que ça va exploser en fin de podcast ?
Mylène. Oui, bah, du 10 au 2 Mylène. juillet aura le festival du Stabaton, je vous en supplie, mon micro ne plante pas, qui aura lieu au cinéma René Fer. Ah, je vous vois prêt à rigoler, mon micro a pas refait. Vas-y, un Vas-y. petit crack sur Stabaton, mais ça va. Pendant une fraction de Ok, seconde. je ne mais, redis plus le mot c'est interdit. revenu. Qui aura lieu au cinéma René Fallet à Dompierre-sur-Bèbe, donc ouais, du 10 au 2 juillet. On a un peu plus de 10 films qui seront diffusés, dont les Slumber Party Massacre, les Sorority House Massacre, les Sorority Row, les Happy Birthday. On a aussi Heather, Seul à mort vous va si bien, et on a The Craft. Voilà. Donc une programmation autour des femmes derrière et devant la caméra dans le domaine des slashers. Et ça va être fun, on va tous et toutes être en pyjama. Il y aura une table ronde, des stands, une tatoueuse qui va faire plein de tatouages Buffy, ça va être trop cool. J'ai prévu de passer plein de bandes annonces horribles, dont des karaokés. Voilà, il y aura plein de lots à gagner et je pense qu'on va bien s'amuser comme d'habitude. Parfait. C'est la semaine prochaine. C'est à Dompierre. On sera pas tous là. Dario, toi, malheureusement, non. Toute l'équipe Jumpscare est là, sinon. Pas moi. Moi, je suis pris à Japan Expo. Il a fait son choix. J'aurai mon meilleur déguisement de Hatsune Miku pour l'occasion. On se laisse là. Le prochain épisode devrait être dans quelques semaines. 2 semaines, on verra. Il y aura peut-être un petit Evil Dead bientôt qui sort au cinéma, là. Pas entendu parler. On verra. On verra ce qu'on fait. On verra. Peut-être. On verra. Chut. C'est tout. D'ici là, portez-vous bien. Jumpscarecast sur les réseaux sociaux, Blue Sky, Twitter et Instagram. Et puis on se Merci, dit à dans Anne. 2 Merci d'avoir invité, semaines. vous êtes trop Merci mignonne, c'est un Quentin. plaisir, je vous aime. Merci. Bisous tout le monde. Merci beaucoup.